Et bien nombreux parmi les grands chanteurs du Cameroun qui sont partis, Messi Martin, Anne-Marie Zier, Benny Donald, Wesley, Tom Yoms et bien d'autres comme Guy Lobé, Charlotte Mbango pourraient se retourner dans leur tombe en regardant le triste spectacle qui est offert cet an dernier par ceux-là qui sont chargés d'assurer l'héritage de la chanson camerounaise aujourd'hui qui se retrouve malheureusement galvaudée par une mauvaise catégorie d'artistes musiciens à la suite de certains qui se sont illustrés par des mauvaises sorties à travers les réseaux sociaux ces derniers temps. Eh bien, il y a la diva de la chanson Bikuti, celle qui aurait pu servir d'exemple, qui se retrouve à son tour engluée dans ce qui s'apparente aujourd'hui à quelque chose de pratiquement et de proprement désagréable. Je veux évoquer le cas de l'icône qu'était jusqu'ici Lady Ponce, qui est descendu très très bas pour tenter de rabattre de caquet à quelqu'un d'autre qui était en train de déraper. Mesdames et messieurs, on va reparler tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux. Bienvenue avec un petit chat à la gorge, voici le Zénith. Bienvenue à toute l'équipe. Charles Amel Mathieu, bonjour. Bonjour Sam Severango, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Peter Mafani Moussongue. Je vous salue ce matin car vous avez dit la vérité. Les populations du sud-ouest et du nord-ouest ont dit qu'elles veulent effectivement la décentralisation et ont dit non à la sécession, tel que vous l'avez rapporté. Félicitations à vous. Pour une fois, je vous tiens un coup de chapeau. Vous avez été vrai. À ce propos, d'ailleurs, on attend le rapport qui sera rendu public dans les toutes prochaines heures par les soins du Premier ministre Yann Filemon en qualité d'élite du Nord-Ouest. Il était parti conduire une importante délégation de ce côté-là. On verra bien ce qu'il en ressortira. Mais vous avez évoqué le cas de Peter Mafani Moussongue. Ce dernier a, on le rappelle, été nommé à la tête de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au beau milieu de cette même crise dite anglophone. On va vous accueillir, madame. Bonjour. Bonjour Sam Séverin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Écoutez, comme l'a dit Sam, la revue des réseaux sociaux sera aussi riche cette journée. Donc, tenez-vous bien et puis on attend nombreuses vos contributions. Voilà, on va accueillir Mbambok Bengan. Bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le chef de l'État. Il nous a dit à la fin de l'année que les anglophones avaient des revendications légitimes. Il a créé une commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Le président de la dite commission lui dit que sa commission n'est pas pour gérer le problème anglophone. Maintenant, on attend donc que le chef de l'État puisse appliquer les choses de la décentralisation, les dispositions portant sur la décentralisation effective de ce pays. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je dois rappeler en tout début de ce programme, pour ceux qui nous regardent à travers le Cameroun et au-delà de nos frontières, que nous nous sommes réveillés avec notre triste nouvelle dans le registre des accidents de la route qui endeuille le Cameroun depuis quelques temps déjà. Ça se situe entre le lieu dit Sombo et Boumiebel en allant vers Yaoundé. C'était dans la nuit d'hier autour de 21h, entre 21h et 22h. Donc, collision entre un camion et une compagnie de transport finalement, ayant donc entraîné beaucoup de morts sur le carreau. On parle d'un premier bilan d'un peu plus de 10 morts avec beaucoup de blessés très très graves. Et l'une des causes de cet accident tragique est à rechercher dans forcément l'irresponsabilité des conducteurs, puisque le chauffeur de ce car de transport avait voulu, apprend-on selon des témoignages, procéder à un dépassement abusif. Toute chose qui a donc entraîné cette autre hécatombe sur la route Douala-Yaoundé. On va commencer avec l'histoire du jour, qui est celle de Tendance et qui, ce jour, nous entraîne dans les dédales du monde du travail entre deux personnes qui sont plutôt en couple. Bienvenue, bonjour. Tendance. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Fumban, de Boumniebel, de Meyome Sala. Je vous salue. Parce que ça ne va vraiment pas, Sam. Hey, maman, il y a une femme qui m'a dit Tendance. Dis-moi comment elle va faire. J'ai dit que je ne dépends plus de moi, même les téléspectateurs. C'est les téléspectateurs qui dépendent pour moi maintenant. Elle me dit, si tu la vois, Sam, tu vas même dire que qui me donne ma part de femme si. Elle est d'abord belle. Bagage intellectuel. Elle m'a dit qu'elle a eu une maîtrise en comptabilité, plus quoi, elle fait quoi, que je ne connais même plus trop. Mais, sauf que son mari veut sa mort. Femme au foyer, mère de 2 enfants, elle travaille dans la société de son mari.
ça fait 3 mois que son salaire ne passe pas. Donc, premier mois, monsieur n'a pas payé. Elle occupe un grand poste dans la société de son mari. Elle est comptable là-bas. Le premier mois, monsieur n'a pas payé. Deuxième mois, monsieur n'a pas payé. Troisième mois, il n'a pas payé. Oh. Avant, tu as dit à son mari que, finalement, tu joues à quoi? Comment tu veux payer les autres? Moi, tu ne me payes pas. Monsieur dit, mon amour, je voulais te dire que c'est notre société. Je ne dois pas payer les autres et te payer aussi. Elle dit non. Nous aussi, elle dit qu'elle aussi, elle a ses problèmes dans sa famille à gérer. Que son mari lui donner son salaire, soit elle démissionne. Donc, elle a besoin de vos conseils. S'il faille, en bon français, s'il faille qu'elle reste avec son mari travailler et que le salaire ne passe pas, soit elle démissionne. Donc, elle est en train de réfléchir. Et son mari lui dit que tu manques de quoi? Tu as tout à ta disposition. Les enfants, je m'occupe. Tu as une voiture même pour le service. Tu as même les gens qui lavent ta voiture. Tu as les gens qui lavent tes habits. Tu ne souffres de rien. Donc, laisse-moi payer les autres. Je ne peux pas te payer. Doivent savoir pourquoi son mari ne lui paye pas. Son mari mais normalement, tendance, si elle occupe bien le poste de comptable dans l'entreprise familiale, donc forcément, c'est elle qui manipule l'argent. Oui, c'est elle qui manipule, non. Mais voilà. monsieur a dit qu'il ne la paye pas. Que chérie, je ne peux pas te payer. C'est Okay. notre société. Donc c'est ça qui la ronge. Elle dit qu'elle aussi, elle veut un salaire à la fin du mois. Vu son bagage intellectuel, elle ne peut pas rester seulement derrière qu'elle travaille. Monsieur paye les autres, mais elle ne touche pas. Elle a besoin de son salaire. Elle dit que c'est le travail. Qu'on oublie le couple dedans. Voilà. Mais Guy, il y a une belle problématique qui se dégage de cette histoire. C'est vrai qu'on pourra élargir au-delà des seuls rapports entre le mari et son épouse, s'ils peuvent normalement travailler ensemble, peut-être aller au-delà et considérer que les relations de travail entre les gens d'une même famille, est-ce que ça se passe toujours bien? C'est-à-dire, vous pouvez être patron et recruter soit votre nièce, soit votre neveu et tout cela. Est-ce que ça donne toujours de bons résultats? Ça, tout dépend de la sincérité, hein, de la bonne foi et puis de la hauteur de chaque personne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai une société et que j'engage, par exemple, ma soeur ou mon frère, que parce qu'il fait partie de ma famille, je ne dois pas le payer. Il travaille justement pour le développement de cette société-là et il a un droit au salaire. Pareil pour la femme. Donc maintenant, tout est fonction de ce qui s'est dit dès le départ. Les conditions même de recrutement, justement, sur la base de quels critères? Voilà, est-ce qu'ils sont recrutés sur la base de vrais critères objectifs? Aussi, c'est ça le problème, parce que c'est un sujet qui est très large. C'est un sujet qui est très large parce que s'il faut voir les conséquences qui peuvent justement découler de ce genre de situation, elles peuvent être nombreuses, positives comme négatives. Donc, positives parce que peut-être un membre de la famille aura beaucoup plus d'engagement parce qu'il sait que c'est un bien familial et il va plus s'investir. Mais de l'autre côté aussi, vous pouvez justement avoir ce laisser-aller qui fasse en sorte qu'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon voilà, je travaille dans la société de mon frère, je travaille dans la société de mon mari, je peux faire ce que je veux sans risque de représailles. Et là, c'est très mauvais pour la vie de cette entreprise-là. Maintenant, pour le cas de la femme qui va travailler dans l'entreprise de son mari, ce qui nous intéresse, moi je dirais que tout c'est la base. Si au départ, il y a eu des bases claires, c'est-à-dire que je te recrute, bien que tu sois ma femme, tu as des compétences pour le poste de comptable, je te recrute en tant qu'employé. Il faut pouvoir dissocier justement le foyer, la vie familiale à la vie en entreprise. Parce que dans les deux cas, si vous associez les deux, même au travail, il y aura un problème. Vous ne pourrez pas, par exemple, dire les choses de façon objective à votre épouse si elle a des manquements dans son travail, parce que vous allez estimer que c'est votre épouse. Or, c'est au travail, elle est employée comme tout le monde. Vous la respectez au même titre que les autres employés, mais vous devez lui exiger le rendement qui lui incombe. Donc, par la suite, elle a droit à un salaire. Elle a droit à un salaire. Maintenant, il peut y avoir des circonstances... si l'entreprise prospère aussi, voilà, parce que ça peut être... justement, j'étais en train d'y arriver. Maintenant, il peut y avoir justement ce genre de circonstances. Et qu'en tant que votre épouse, elle doit pouvoir être solidaire quand il arrive certaines situations. C'est-à-dire qu'elle sait peut-être que l'entreprise n'a pas encore atteint la prospérité voulue. Il n'y a pas assez d'entrée d'argent. Donc, elle peut prendre sur elle, se sacrifier, se dire que, bon, voilà, on est en train de grandir. Même si je travaille en tant qu'employé, c'est d'abord aussi un bien commun. Et il faut que j'aide mon mari dans ce sens. Et là, elle peut comprendre qu'elle n'a pas peut-être droit en ce moment-là à ce salaire qu'elle veut. Et voilà. Bon, merci Megui. Bombok Bengan, restons dans le cadre global des relations de travail
en entreprise concernant les membres d'une même famille. Est-ce que l'hypothèse en Afrique vous paraît plausible? Parce que chez les Occidentaux, ça marche souvent, hein, parce qu'on sait pouvoir faire la part des choses. Mais ici, chez nous, ça commence par les conditions de recrutement. Mais sauf que ça n'a pas marché entre Fillon et son épouse. Quand elle était attachée parlementaire, ouais. Justement, ça ne marche pas là-bas parce qu'il ne s'inspire pas de ce qui se passe en Afrique. Ok. Donc ici, chez nous, ça marche un peu mieux. Ça marche. Et ça ne marche pas aujourd'hui parce que nous avons mis ce que l'Europe a amené sans connaître. Deux choses. La première, la femme a mal posé le problème en disant j'ai aussi les problèmes dans ma famille. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Donc ça plombe davantage les relations. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'ils sont dans la communauté des biens ou dans les biens séparés? Dans des relations d'employés et d'employeurs, là, ça devient compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le type d'entreprise que le mari a. Est-ce une société unipersonnelle à responsabilité limitée? Est-ce une société de quel genre? Est-ce un établissement? Donc on ne connaît pas. S'ils sont à bien commun, ça veut dire que la femme, c'est difficile pour elle de travailler à ce moment, puisqu'en fait, elle hérite même. Si le mari n'est pas là, elle peut hériter. Elle siège au conseil d'administration ou bien dans l'assemblée des actionnaires, ainsi de suite. Donc c'est compliqué. Elle devient très compliquée dans ce genre de choses-là. C'est pour ça que nous, en Afrique, donc, lorsqu'on organisait les activités génératrices de revenus, on les orientait. On dit tel champ, tel grenier, tel ceci, c'est pour madame. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année seulement que madame vient vous dire que les résultats ont donné ceci. Voilà ce que je vous réserve en tant que chef de la maison. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que les lois, on a beau voter les lois, ça n'arrivera jamais au niveau de l'Afrique parce que c'est nous qui avons dominé. Bon, sauf que je voulais vous maintenir dans le contexte de ces hommes qui emploient leurs épouses, par exemple, en occupant, parce que c'était ça au départ l'histoire. Bon, avec un cas pratique qu'on a connu ici à Douala, l'actuel ministre des Enseignements secondaires, du temps où il était à la direction générale de Sokatou, ayant employé son épouse, je crois qu'il reste d'ailleurs aux affaires, on a vu toutes les conséquences que ça a pu entraîner. Lorsque vous choisissez votre femme pour occuper une fonction de choix dans une entreprise, fût-elle même familiale, est-ce qu'il n'y a pas toujours des conséquences fâcheuses au niveau de la direction des ressources humaines, par exemple? Non, là, il n'y a pas de conséquences fâcheuses, puisque les deux étaient actionnaires. Ils étaient actionnaires, ils avaient les signatures. Oui. Et quand les choses étaient bien, le problème, c'est que les employés, justement, ils n'étaient pas habitués à voir deux patrons. Voilà. Le couple, c'est eux qui ça gênait. Alors qu'au niveau du management, ça ne gênait pas à leur niveau. Donc, ici, ça va créer des problèmes, Sam. Ça veut dire que le contrat, même, il faudrait premièrement que la femme s'engage sur le contrat et qu'elle soit affiliée à la CNPS au même titre que les autres. À ce moment-là, est-ce qu'elle est actionnaire? À ce moment, on pourrait donc l'appeler administrateur et responsable de services financiers et administratifs. Là, il faudrait que les choses soient clairement définies. À ce moment, le mari doit lui donner son salaire. Très bien. Charles Amen Bachou, est-ce que vous admettez l'hypothèse qui consiste d'abord à employer un proche parent? Bon, ça peut être son épouse, comme dans le cas de cette histoire. Et si oui, quelles sont, d'après vous, les conditions dans lesquelles cela devrait bien se passer? Alors, Sam Sévérin, lorsqu'on rentre dans les années 1230, 1300, a bien fouillé jusqu'au 19e siècle, date à laquelle l'histoire du Cameroun essaye de se façonner, puisqu'entre le 15e et le 19e siècle, il n'existe rien concernant l'histoire de l'Afrique. Je vais vous dire, Sam Sévérin, que la femme n'a jamais été impliquée directement dans les affaires de son mari. Mais de manière indirecte, elle a été toujours associée, informée. Ça veut dire, lorsque l'homme rencontre des difficultés, lorsque l'homme rencontre des soucis, lorsque l'homme rencontre même le bonheur, la première personne à qui il fait recours, c'est sa femme. À la maison, lorsqu'il y a des sacs, dans chaque domicile, il y a un sac que la femme connaît.
Elle sait que là-dedans, c'est les effets de mon mari. Là-dedans, tout ce qui concerne la situation sociale de la famille. On connaît les terrains, les titres fonciers. La femme connaît parce que l'homme prend la peine de dire à la femme, en cas de problème, même s'il y a n'importe quoi, ce sac-ci, c'est la première chose. Donc, il y a des choses que l'homme dit. Mais impliquer directement, je dis non. Pour la simple raison qu'en plus d'apporter des problèmes divers, il y a d'autres choses. J'en viens à ceci pour dire, Sam Sévérin, que cet homme a commis une erreur. Il a commis une erreur en associant sa femme. La femme, en pénétrant dans l'entreprise, qu'elle ait une bonne volonté, qu'elle ait même l'âme de Sainte Rita, comme chez les Occidentaux, Sam Sévérin, les 5 Occidentaux, puisqu'en Afrique on a très peu, elle va finir par gonfler le cœur. En observant que la structure marche bien, ça va être une augmentation. Je veux qu'il augmente mon salaire. Ça va être si. Il y aura des pressions diversement appréciées par les uns et les autres. Ça va être des réactions sur le pif, sur les humeurs. Ça va être des employés qui vont dire, ah, on ne peut pas causer comme ça quand on avait le patron parce que madame est là. On ne peut pas faire ci. Regardez même dans la façon de gérer. À l'époque, les hommes allaient défricher les champs. Ils saclaient, brûlaient. Les femmes allaient cultiver et s'aimer. Les hommes revenaient récolter, stocker la part de la famille, donner à la femme la possibilité d'aller faire la commercialisation, vendre les produits et revenir dire voici ce que le champ nous a rapporté. Voilà comment se portait la famille, il n'y avait pas de problème. Donc j'estime aujourd'hui que l'homme a fait un problème parce que la femme est en train de juger que voilà, l'entreprise marche, je suis comptable. Il y a telle entrée, telle entrée, telle entrée. Pourquoi je ne suis pas payé? Le pourquoi je ne suis pas payé va entraîner d'autres choses. Pourquoi je ne suis pas assez payé? Parce que ça m'étonnerait qu'elle ne puisse pas être payée du tout. Parce Elle a fait 3 mois, elle a 3 mois sans salaire. Même 3 mois sans salaire. J'ai dit même hap. Alors que tout ça passe par elle. Alors Même hap que pas. Même hap que, donc même un franc, monsieur ne l'a pas donné. En tout cas, je termine d'abord avec Charles Hamel. Donc la femme ne doit pas être associée au business. La femme ne doit pas être impliquée directement. Pas associée. Associé, c'est autre chose. Vraiment, sache que j'ai une entreprise, voici mon entreprise, voilà ceci, tu occupes telle fonction, comme ceci, mais ne mets jamais tes pieds là-bas. Vraiment, ça c'est mon entreprise, c'est ma structure, je la gère. Sam Sévérin, l'occidentalisation a fait en sorte que la femme, à des moments, s'égare dans le principe premier du respect de son mari. Je dis du respect du mariage. À l'entreprise, parce que le monsieur va convoquer une personne, une fille ou une femme par rapport à la qualité de son travail 2 ou 3 fois, ça fera des problèmes. La femme va toujours jouer. La femme ne sait pas faire la part des choses entre le sentiment, l'affection et le professionnalisme. Lorsqu'elle est avec son époux. À ce niveau, avant tendance, je redonne la parole à Megui. Il arrive, oui, Megui, que de temps en temps, on voit des femmes lorsque ça tourne mal, lorsqu'elle est associée dans la même entreprise. Elle prend des galons au point qu'elle peut, on va dire, comploter des choses pour pouvoir emporter l'essentiel des biens de l'entreprise, des profits. Voilà. On assiste à de tels cas régulièrement. Vous savez, moi, je ne veux jamais être dans l'absolu parce qu'il faut toujours relativiser parce que les expériences sont diverses. Autant il y a des femmes qui ont été associées dans, je sais pas, dans des entreprises tenues par leur mari et qui ont toujours très bien qui se sont toujours très bien comportées. Mais on dit dans la majorité des cas, quand ça tourne mal, elles se comportent plutôt assez mal aussi. C'est-à-dire qu'elles veulent tout emporter, c'est ce qu'on dit. Je veux dire que chacun connaît son partenaire. Donc l'homme qui vit avec une femme, qui sait quel est le comportement de cette femme-là, devrait se comporter en conséquence. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez une femme qui est assez belliqueuse, qui n'est pas posée, qui même dans ses relations avec, déjà ça commence avec peut-être les employés de maison, comment est-ce qu'elle se comporte dans la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de sociable? Si vous savez que non, elle n'a pas ces qualités-là, il vaut mieux ne même pas commencer à l'associer à ce genre de tâches. Maintenant, si c'est le cas contraire et que vous savez que, bon, justement, par rapport à ses compétences, par exemple, professionnelles, par rapport à ses valeurs, par rapport à son tempérament, elle peut apporter une plus-value à votre entreprise. Il est question ici de dialogue, il est question de base. C'est-à-dire qu'il faut fixer les bases dès le départ. C'est ça le problème. Quand vous n'êtes pas clair dès le départ et que vous ne faites pas, c'est-à-dire que vous ne vous asseyez pas, votre épouse doit comprendre parce que ce n'est même pas parce qu'une femme peut ne même pas être impliquée dans la société de son mari. Mais il y a des femmes qui ont des maris chefs d'entreprise
qui, vous allez le remarquer, ne vont jamais dans le Tout bureau, à fait. C'est dans à le ce bureau, niveau que voilà, je de leur vais, mari. je vais redonner. Si je peux finir, Oui, elles ne vont jamais dans le bureau de leur mari. Et même quand elles y vont, elles se font extrêmement discrètes, à la différence d'autres femmes. Voilà, donc d'où la question tendance. Est-ce qu'il est même permis aujourd'hui d'avoir votre femme à côté? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit travailler avec son épouse dans la même entreprise? Parce que nous autres, on a déjà de la peine à avoir des femmes qui sont dans la même activité. C'est-à-dire que si je suis dans la communication, moi, je ne trouve pas cela gentil de sortir avec une fille qui est dans la communication. Maintenant, vous choisissez d'embaucher carrément votre épouse dans votre entreprise tous les jours comme ça. Est-ce que la cohabitation n'est même pas compliquée? Ça crée des problèmes. Ouais. Parce que toi, l'épouse, parce qu'il y a les femmes qui sont complexées. Ouais. Toutes les femmes ne sont pas comme moi parce que je m'en fous. Je fais le genre de je m'en fous. Si tu travailles avec ton époux, le jour qu'une femme va venir peut-être pour un bon dossier, domaine société, domaine argent même, madame va se fâcher et ça va détruire la société. De deux, je ne veux même pas rêver un jour travailler avec mon mari dans une même société. De trois, quand on va à l'école, c'est pourquoi? C'est pour avoir le bagage intellectuel, le gros diplôme, travailler, avoir un bon et gros salaire. Mais si je travaille dans la société de mon mari, il ne me paye pas, ça veut dire qu'il m'exploite. Il m'exploite à fond. Il dit, oui, tu manques de quoi? Je manque de quoi comme quoi? Est-ce que je n'accouche? Je ne t'ai pas fait les beaux gosses. Je t'ai fait les beaux gosses. De deux, j'ai aussi mes problèmes à gérer. Soit je me paye moi-même. Oui, tu vas me pousser à me payer moi-même. Tu vas me pousser à me payer moi-même en t'escroquant même. Parce que si tu me payes et c'est qu'à la fin du mois, mon salaire passe, je vais bien travailler. Mais si le salaire ne passe pas, je vais me payer. Vous allez pousser vos épouses à voler. Et même être complice avec les gens dans la société pour te voler parce que tu ne la prends pas en considération. Tu me considères, je te considère. Voilà, tu ne vas pas me faire le chantage. Soit je démissionne, soit tu recrutes une personne qui va travailler sur le poste là. Si je n'avais pas mérité de travailler dans le poste, tu n'allais jamais m'accepter de travailler là-bas. Du moment où je mérite, respecte-moi aussi, tu me payes comme tu payes tous les employés. Chacun a droit au bonheur. Très bien, tendance. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Si on a quelques petits messages autour de cette question essentielle qui peut englober une thématique beaucoup plus générale concernant le travail en entreprise impliquant les membres d'une même famille. Oui, ça peut être élargi au-delà de l'épouse et des cousins. Avant Charles Hamel, oui, un message, Megui? Voilà, donc on a Simplice de Yaoundé qui pense que la femme n'a pas besoin du salaire dans l'entreprise de son mari. Si le mari ne vit plus, l'entreprise restera pour la femme. Ok, bon, c'est une façon de voir la chose. Oui, Charles Hamel, oui. Alors, moi, je voulais dire ça, M. Bénin, que quelle que soit la bonne volonté qui puisse animer une femme, elle finit par se faire rattraper par son ego. Ça, il faut le dire. L'homme peut travailler dans la structure d'une femme et ne pas déranger, ne pas poser des problèmes. Mais la femme, lorsqu'elle est impliquée directement, elle veut faire asseoir son autorité, démontrant que c'est son territoire. La femme parle en termes de territoire, de territoire conquis. Ne l'oubliez pas, s'il y avait la possibilité, je vous citerai au moins 10 entreprises qui ont chuté à cause des femmes. Je ne veux pas dire mauvaises femmes, à cause de cette femme qui pense que parce qu'elle est en entreprise, c'est un territoire conquis. En entreprise, on a besoin d'une complicité avec ses employés. En entreprise, on a besoin à des moments de donner l'impression même qu'on est plus bas, à des moments pour savoir, pour tirer le meilleur. C'est ce qui va être très mal interprété par la femme, qui aura l'impression que le mari fait passer sa libido en avant plutôt que l'intérêt général de la famille. On s'est bien compris. On s'est très bien compris. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour dire que Sam Sévérin dit à une femme que c'est son mari, elle va entrer indiscrètement dans le bureau de l'homme de qui? Elle va vouloir entrer sur ses gros chevaux lorsqu'elle sera impliquée dans une affaire entre employés à parfois des congossats même négatifs sur les patrons. Ça va faire deux réseaux. Le réseau clan de la femme et le clan de l'homme. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. La femme va tisser son clan pour être au courant de tous les tripatouillages que fait son mari. L'homme va tisser son clan pour être informé. Non, ta femme a fait ceci. Même au niveau du foyer, ça aura des répercussions. Vous aurez des démissions, parce que c'est la femme qui va stresser, c'est le réseau de la femme qui va stresser. Vraiment, on va sortir par vous. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Parce que je voudrais citer, mais je m'en voudrais parce que d'aucuns pourront y voir quelque chose d'assez pernicieux. Mais non, il y a un bel exemple sur la place d'un groupe de communication de presse qui a vu le rôle de la femme très très prépondérant. C'est-à-dire que ça commence avec l'homme, et puis quand on implique les beaux-frères, la femme et tout ça là, ça devient très très difficile. Maman, est-ce qu'il faut vraiment y aller? Non, Sam, il faut impliquer la femme dans l'actionnariat.
pas dans, pas dans la gestion au pas quotidien, pas c'est dans ça le la problème. gestion. Voilà, c'est Elle ça. est dans l'actionnariat. Et moi, je termine par là en vous donnant un exemple qui a porté dans ce pays, Oui. le groupe SAC. Oui. Joseph Sack, l'un des premiers experts comptables de ce pays, son épouse était actionnaire dans ces entreprises, mais son épouse avait à côté sa propre entreprise qui s'appelait Siva. Aujourd'hui, donc, ce qui fait qu'à le décès, à la mort de son mari, elle a pris la gestion, comme disait Charles Hamel, de toutes ces entreprises-là, et précisément parce qu'elle siégeait au conseil d'administration, et elle savait comment ça se passait. Donc, en fait, la femme ne devrait pas, justement pour éviter les trucs dont vous relevez tout à l'heure, être employé, salarié dans l'entreprise. Avec beaucoup de conflits de gestion, beaucoup de regarde, conflits d'intérêts, oui. Quand tu sors de la maison le matin et que ta famille sait que tu sors, à la fin du mois, tu dois donner un peu à ta mère. Ton père, là, tu dois aussi donner un peu. Si on a peut-être les parents qui sont malades constamment, ils doivent faire un contrat à l'hôpital. Leur fille, elle doit la marier. Et demain, là, tu vas dire qu'elle ne touche pas le salaire. Ça s'explique comment? C'est que mon nom va aller dans toute la famille. Tout dernier message, Maggie, parce qu'on passe à la colère. La fille qui travaille avec son mari, on ne la paye pas. Ok. Que c'est quoi? Alors donc, on va dire, c'est Belmondo de Bepanda qui nous dit c'est de l'égocentrisme très poussé de la part de cette femme. Avec tous ces avantages et biens dont elle dispose, elle exagère. Pourquoi ne se plaint-elle pas de ces avantages dont elle dispose? Les avantages là sont parce qu'elle manque de rien. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est de son droit, Sam. J'accouche les beaux gosses. Dernier message. Voilà, il faut faire la part des choses, les relations familiales. Alors, mieux chacun gère son couloir ou je reste à la maison. Les relations familiales. Mieux vous restez à la maison. Mieux je reste à la maison. Les relations familiales ne doivent aucunement impacter sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Le recrutement de la femme ne doit pas se faire au hasard. Ceci dit, cette dernière a droit au même traitement que tout Voilà, le c'est ce qu'on va personnel de dire pour l'entreprise. sortir. Oui, Elle serait rentrée à la maison pas- et elle aurait dit à son mari, vraiment chérie, mon patron, là où je travaille, mon patron ne me paye pas. J'avais pas fini. Elle de aurait lire. dit ça à son mari que vraiment mon patron ne me paye pas, on fait comment? Voilà, donc ceci dit, cette dernière a droit au même traitement que tout le personnel de l'entreprise. Si son épouse s'était servie, sa réaction aurait été à la défensive. Que dis-je, la répression, alors qu'il assume le titre de patron. Chaque travail mérite un salaire, quitte à ce qu'il renégocie les choses au foyer. Mais la posture du patron employé doit primer avant tout. Fingang de bafouer. Voilà, de toutes Ça les... va aboutir au conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de conflits. Il oui. y aura un conflit d'intérêts, elle est employée et lorsque le mari n'est pas là, c'est elle qui viendra gérer. S'il y aura un conflit d'intérêts, Qui a d'abord dit c'est qu'il ne pas va pas bien être ce là. travail. Il doit Voilà, être là. très bien. On va sortir du sujet, mais reconnaissons que dans la plupart des cas, ça entraîne des situations difficiles, beaucoup de Absolument. dysfonctionnements. Lorsque vous choisissez de travailler avec un membre de la famille, qui plus est encore votre épouse, c'est vrai qu'il y a quelques cas qui ont réussi. On a un bel exemple aussi, ici à Bonamous, à Didoua la 5e. Je crois qu'on a un de nos partenaires dans le domaine du bien-être, l'Institut EWANS. On peut leur passer un joli... on salue comme cela, parce qu'ils travaillent en couple, le mari Moi, et le monsieur, ça marche très bien. Voilà, là-bas. Je connais beaucoup d'entreprises qui prospèrent avec l'homme et la femme. Je dis impliqués, qui travaillent tous les jours au travail. Oui. Est-ce qu'ils sont salariés? C'est là le Oui, problème. oui. La femme, même quand tu arrives, tu ne peux même pas savoir que c'est la femme du monsieur. Elle a la tenue comme les autres employés. Elle est salariée. Maintenant, ça dépend. Si c'est que à la maison, vous donnez à votre épouse tout ce dont elle a peut-être besoin, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir quand même des problèmes pour pouvoir aller se coiffer, pour pouvoir donner, je ne sais pas, 1000 francs à quelqu'un qui vient rendre visite, un membre de la famille. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. En tout cas, tant mieux, là où ça se passe bien. Une comme moi, Bon, comme voilà, j'ai le c'est sur ça. la tête, là, il ne peut même pas m'en sortir. Merci, avec Tendance. là. J'ai d'abord que ça me On a été dans le monde de l'entreprise, on va y rester. Cette fois, dans la colère de Charles Hamel, on évoque le problème et le phénomène de la création difficile des start-up au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec des start-up au Cameroun, si vous voulez, des jeunes entreprises. Comment est-ce que les start-up camerounaises échouent-elles ou pourquoi est-ce qu'elles échouent dès les premières années de leur vie? À quoi nous aura servi la mise sur pied des structures comme la CAPME, créée en 1970 et chargée de l'étude et l'assistance aux petites et moyennes entreprises? La SNI, créée en 1964 pour gérer les entreprises du portefeuille de l'État, étudier les projets d'investissement public, orienter l'épargne nationale en vue de financer l'investissement.
La Banque camerounaise de développement créée en 1961 pour financer les investissements privés. La mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, chargée de réaliser les opérations d'aménagement et de gestion des zones industrielles. Le FOGAPE, qui garantissait les crédits accordés aux PME. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises ou encore le ministère de l'Industrie. À quoi nous aura servi l'Agence de promotion des investissements créée en septembre 2005, l'Agence pour la promotion des PME et APME créée en avril 2013, la Banque nationale des PME créée en 2013 qui devrait être opérationnelle en 2015 puisque les dirigeants même de ces dernières institutions ont été nommés. À quoi nous aura servi la création et l'existence des associations professionnelles dont les plus reconnus sont entre autres le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, le syndicat des industriels du Cameroun, l'association interprofessionnelle pour l'agro-industrie du Cameroun, l'entreprise du Cameroun, ECAM. À quoi nous sert finalement le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune lancé par l'Agence de promotion des PME en association avec la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement? Comment voulez-vous donc, avec tout cela, que les start-up camerounaises réussissent lorsqu'elles ont de grosses difficultés pour recruter du personnel compétent, une situation économique du pays tendue, une trop forte concurrence étrangère, un environnement juridique du pays pas du tout favorable, une grosse difficulté pour mobiliser le personnel sur les projets, avec des difficultés pour honorer les délais de paiement des clients, sans toutefois oublier le mauvais comportement de certains employés. Comment comprendre que le Cameroun regorge de diverses ressources qui à ce jour restent encore inexploitées, tant sur le plan humain qu'entrepreneurial? Comment comprendre le fait que l'accompagnement, la conception, le conseil et surtout l'implémentation des projets d'entreprise restent encore un mythe au Cameroun? Pourtant, les projets, il y en a, mais les financements se font rares. Comment comprendre qu'au Cameroun, les start-upers concentrent pour la plupart leur énergie sur la facture à payer au moment de se lancer? Savez-vous que les statistiques disent que sur 80% des start-up nouvellement créées, 5 peinent à passer leur 5e anniversaire? Pourquoi? Allez savoir. Comment voulez-vous que les start-up camerounaises évoluent lorsqu'elles manquent de financement, malgré la multitude de programmes mis en place pour l'aider? PAGEU, PIACI, PA Jeunes, PAIJA, PIFMA, Plan Triennal et j'en passe. Comment comprendre qu'une start-up puisse ne pas échouer lorsque le Cameroun souffre d'une mauvaise qualité des infrastructures, mauvaises routes, fourniture irrégulière et insuffisante de l'eau et de l'énergie? Précisons qu'en 2007, la Banque mondiale a évalué à 90,9 jours par an la durée moyenne des coupures d'électricité, ce qui peut représenter un manque à gagner important pour les start-up. Mauvaise qualité du système de télécommunications, accès difficile aux équipements, pièces de rechange et j'en passe. Comment comprendre que les start-up camerounaises ont toutes des difficultés à nouer des relations avec les instituts de recherche, que ce soit pour obtenir des informations relatives au marché, aux opportunités d'affaires ou aux méthodes de développement de nouveaux produits? On se lance d'abord et on réfléchit après, même si on n'est pas sûr d'être à la fin encadré. Merci beaucoup, Charles Hamel. On est dans le domaine de l'emploi jeune Bombok Mbengan et là-dessus, le Cameroun accuse beaucoup de retard. La faute à qui? D'abord à ces jeunes start-upers eux-mêmes qui ne seraient pas suffisamment inventifs? Non, pas du tout. Ils sont suffisamment inventifs et très inventifs même. La faute relève à un niveau. Il y a deux handicaps structurels. Il a relevé ça tout à l'heure, le manque de volonté politique. On vous tient des discours juste pour meubler les campagnes électorales, mais il n'y a pas de contenu concret. Je me rappelle encore, je pense en septembre 1996, lorsqu'on nomme Peter Mafani Moussongue, les projecteurs sont au rouge. Il engage avec quelque chose de fondamental, la promotion du dialogue public-privé. Et au bout de quelques temps, ça commence à porter. Au moment de le même gouvernement bloque les choses. Aujourd'hui, on vous parle du Cameroun Business Forum, où j'allais dire, le coordinateur de ce travail, c'est un professeur d'université. Il a été obligé de commettre un livre dernièrement, le professeur Tounamama, pour dire que, mais attendez, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le gouvernement dit une chose et fait son contraire. Il est donc obligé, il a pris sa posture de scientifique pour dire que, mais en fait, il n'y a pas adéquation entre le discours politique et la réalité sur le terrain. C'est ça le premier problème. Le deuxième problème structurel, c'est le défaut de financement privé. C'est-à-dire que la réforme du secteur bancaire des années 90
n'a pas abouti à avoir les banques qui peuvent financer l'économie camerounaise. On peut vous financer pour acheter les meubles dans votre maison, mais on ne va pas vous financer, parce qu'il a dit tout à l'heure que ces entreprises meurent avant 5 ans. Effectivement, dans le monde entier, même aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, on ne condamne pas une entreprise qui meurt avant 5 ans. Justement, on parle des erreurs de jeunesse dans l'entreprise. C'est pour ça que les premiers plans d'exploitation prévisionnels sont faits pour 5 ans. Donc, il faut au moins accompagner l'entreprise pendant une période de 5 ans pour la laisser. Or, ces structures-là ne sont pas mises en place. Pas de financement privé, ils n'en ont pas. Vous avez reçu ici les jeunes des ingénieurs qui voulaient transformer le plastique en pavé. Ils n'ont pas bénéficié de financement. Voilà 5 ans aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Et au point où même Arthur Zang, avec Adjopad, était obligé de se battre comme un diable à l'étranger pour avoir le truc. On avait créé également ce qu'on appelle la zone franche. Zone franche industrielle. C'était quoi? C'était pour ces jeunes entreprises-là, mais pour exporter. Or, il y en a à Soa, elle aussi, elle a fermé malheureusement. La première femme camerounaise qui veut faire des chips. Des chips voués à l'exportation. Et elle avait eu un marché. Je me rappelle encore, j'ai commencé ce métier en début des années 90, où j'ai fait un papier dessus. Elle avait un marché énorme en Arabie Saoudite. Et malheureusement, il n'y a pas eu de moyens, parce qu'elle vendait les chips. Et aujourd'hui, vous voyez comment on vend les chips ici. Et voilà dans quelle situation on se trouve. Alors, Megui, on va rester dans le domaine du financement des jeunes entreprises. Et là, on a parlé du financement à travers les banques. Comment peut-on comprendre, dans un contexte où on nous parle des banques camerounaises qui sont surliquides par moment, mais qu'elles aient de la peine à accompagner les plus jeunes entrepreneurs? C'est quoi ce déficit de crédibilité ou bien de confiance? C'est tout simplement parce que, écoutez, il y a des raisons qui sont très profondes. On a parlé ici des banques, même déjà, qui ferment constamment, qui n'ont pas un capital crédibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des banques ouvrent et n'ont pas donné des garanties suffisantes. C'est-à-dire pour prouver qu'effectivement, elles ont le droit d'exister et qu'elles sont là pour assurer justement le bien-être de leurs clients. Alors maintenant, la crédibilité qu'on accorde aux jeunes, mais écoutez, c'est tout simplement à l'image même de la crédibilité ou alors de l'encadrement que le gouvernement a à l'encontre des jeunes. Parce que je pense qu'il s'agit ici, je vais revenir là-dessus, d'une véritable volonté étatique. C'est-à-dire que l'État qui a le pouvoir de pouvoir imposer un certain nombre de choses aux banques, c'est-à-dire leur dire par exemple que vous êtes là, vous devez accompagner les jeunes qui ont des financements. Et voilà les conditions pour pouvoir continuer et en fonction de vos possibilités. Voilà les conditions que vous devez observer par rapport au financement des jeunes. Parce que si on va dans une logique selon laquelle on veut aider les jeunes à prospérer, on veut les aider à sortir du gouffre, il faudrait justement imposer à ces banques-là des conditions qui fassent en sorte que les jeunes aient cette facilité de pouvoir investir et qui ne leur soient pas aussi opposées des conditions vraiment très difficiles par rapport aux intérêts et même les échéances de remboursement de prêts. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais aussi, moi, il y a un ami banquier qui m'a confié une fois que, écoutez, les banques, généralement, aussi ont des problèmes. Elles ferment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de hauts cadres de l'État qui vont y faire des prêts et qui ne remboursent pas. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de prêts d'argent et ça, c'est au détriment justement de ceux qui en ont réellement besoin. Très bien. Conséquence, on peut aboutir à la conclusion selon laquelle l'État camerounais n'a pas voulu assister à une véritable éclosion du monde de l'emploi de la jeunesse camerounaise. Revenons à l'inventivité avec vous, Tendance, parce que je ne peux pas comprendre aussi que on nous dise que dans des plus petits domaines comme la vente des beignets, l'exploitation des plus petites choses, que ce soit les Chinois qui soient venus nous montrer ces exemples-là ici chez nous. Est-ce que nos jeunes sont suffisamment créatifs et ont envie d'éclore dans des petites entreprises? Les gars veulent, mais il n'y a pas assez de moyens, Sam. Comme tu parlais des Chinois, les Chinois braisent le maïs. Plantain prune, les Chinois. Alors que les jeunes ou encore nos mamans pouvaient brûler ça, donc ils cassent le marché à tout le monde. Je reviens sur le domaine de la banque, comme Egui a parlé tout à l'heure. Sam, je ne te manque pas que la banque ne fait plus partie de mes plans. Je ne te manque pas parce qu'il y a les banques qui escroquent. Tu arrives là-bas, tu veux peut-être l'argent, peut-être un prêt. Le montant qu'on te dit que tu vas donner pour les intérêts, c'est le problème. Et quand tu donnes un montant peut-être de 150 000 francs, ça dépend du montant que tu veux prendre comme crédit. Les 150, si tu veux peut-être 600 000 francs, ils ne vont pas te donner 600 000 francs.
disant que non, tu n'es pas la seule. Il y a aussi les gens qui veulent l'argent. Et après, ils coupent encore les mêmes 150 000 francs sur les 600 000 francs que tu voulais prendre. Tout ça, c'est l'escroquerie. Ouais. Si ça dépendait que de moi, tu comprends, non, Sam? Ce que je ne gère plus mes choses à la banque. Même si c'est mon salaire, nous, on me donne en main. Parce que la banque, là, le petit truc, ce que vous coupez à côté, on dit que c'est même pas beaucoup, là, c'est beaucoup. Ça peut aider. Ça peut même m'aider à payer l'eau, l'électricité ou m'acheter le gaz. On est dit qu'on veut faire comment? On court vers vous, mais c'est vous qui nous escroquez. Au lieu d'aller à la banque, maintenant, mieux, je n'ai pas prêté l'argent à la réunion. Parce qu'à la réunion, les intérêts, ce n'est pas beaucoup comme à la banque. Et à la banque, ils ont souvent les longs mots. Que signe ceci, tu signes, ça ne finit pas. Donc, pour créer sa plus petite entreprise aujourd'hui, il vaut mieux ne pas se tourner vers la banque. La banque, même la microfinance. Mieux si pas à la réunion. Ok, si vous très bien. Dans vos villages. Merci, Tendance. Parce que ça ne coupe pas encore sans comprendre ça. Oui, j'ai compris. À la réunion, non, tu t'en sors. À la banque, même quand on valide, que bon, vous pouvez prendre tel montant. C'est la banque qui t'appelle que madame, point. On vous attend parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Quand on met la pression que madame, vous ne passez plus, le dossier est là bon. Que vous avez à signer le dossier jusqu'à. Cher banquier, chère banque, vous ne faites plus partie de mes plans. Mieux, je gère mes choses à la réunion. Merci, Tendance. Alors, dans le domaine des startups, Charles Hamel, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un vrai boom dans le domaine du digital au Cameroun, parce qu'on nous a parlé de cette nouvelle économie, l'économie numérique, comme quelque chose de particulièrement porteur. Avez-vous le sentiment que là-bas, il y a eu une évolution? Sam Sévérin, en termes de formation, le Cameroun se bat à travers les IPES à avoir des meilleurs formateurs possibles. En termes de projets, les Camerounais, les jeunes Camerounais ont des projets. Mais au niveau de l'accompagnement, c'est à ce niveau, il y a un vide total. Il y a une sorte de mur, de barrière entre les voix qu'on écoute de l'autre côté de la barrière, Tanga Sud, et ce que les gars vivent dans Tanga Nord. Ça me sévère. Je vous prends des exemples simples. Partons de la dotation budgétaire des ministères. Le ministère des Arts et de la Culture a combien en termes de dotation budgétaire par an? Il gère combien? Le ministère des petites et moyennes entreprises ont combien en termes de dotation pour pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises? Est-ce que ce qu'on met même à leur disposition, ils se battent à s'occuper des autres ou alors à les gérer à leurs propres frais? Il faut se poser toutes ces différentes questions, Sam Sévérin. Comment se fait-il qu'au Cameroun, Sam Sévérin, on vous dise que les Nigérians qui sont là sont assujettis à l'impôt libératoire, tandis que les pauvres gars qui avaient le Mbitako là, on ramasse son plateau tous les jours pour aller jeter, on l'impose de pouvoir gérer. Voilà un jeune qui est en train de se battre, qui ne va pas passer toute sa vie dans le Mbitako là. Comment se fait-il que les pauvres petits cordonniers, le gars qui est assis derrière la cordonnerie, qui frappe, à un moment donné, on importait les chaussures de la Chine, on importait les chaussures de la France. Les gars camerounais ont réussi à aller se former au Nigeria dans la fabrication des chaussures. À peine sont-ils rentrés qu'ils ont créé des petites cordonneries à leurs frais. Le ministère des petites et moyennes entreprises n'accompagne pas ces cordonniers qui aujourd'hui chaussent de nombreux Camerounais. Moi-même en personne, je suis déjà allé. La Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale vient se ravitailler en chaussures au Cameroun. Que ce soit à Noudedo, à Bafoussam, à Dedo, à Akwa, vous allez voir, même les prêts-à-porter Camerounais aujourd'hui, les jeunes se battent à travers les réseaux familiales, ethniques, à pouvoir mettre à disposition ces chaussures qui sont fabriquées et de bonne qualité. Sam Sévérin, prenons les cafétérias. Oui. Vous faites le tour dans les marchés, vous voyez les Camerounais qui font les cafétérias. Il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup plus les Maliens, les Sénégalais aussi. Ils sont matés par les agents des mairies, les agents communaux qui descendent, ils sont matés, oppressés. Une jeune fille qui veut se lancer dans le shopping, à peine a-t-elle ouvert son shopping, qu'elle a au moins 12 personnes des différentes communes qui passent, imposent taxes sur l'hygiène, taxes sur ceci, taxes sur cela, alors que les Maliens qui sont là à côté, on ne les dérange pas. Voilà. Sam Sévérin, nous avons un Camerounais qui, au niveau de l'Afrique du Sud, a mis sur pied un projet dont il est accompagné par le ministère en Afrique du Sud pour la dératisation des villes. Un petit Camerounais, un jeune Camerounais qu'on a reçu ici. Sam Sévérin, à Douala, vous ne pouvez pas manger, vous mangez avec les rats. À Yaoundé, vous mangez avec les rats. Il y a des jeunes qui se battent avec la rate à Tchobdaï, qui se baladent les balamidou, ils se baladent les quartiers. On peut voir ces jeunes. Donc, ce n'est pas la créativité qui manque, c'est l'accompagnement. Voilà pourquoi les start-up meurent. Et la volonté politique également, même dans le domaine de l'assainissement de la ville, il y a des jeunes Camerounais qui veulent proposer
des choses avec leur expertise ramenée des pays étrangers pour nous procéder au ramassage et au traitement des ordures, mais on ne leur permet pas d'accéder à ce terrain-là qui est aujourd'hui vicié et bloqué par le monopole qui y sévit encore. Oui, Megui, vous vouliez rebondir. Moi, je voulais rebondir justement quand vous observez le milieu du transport terrestre au Cameroun. C'est-à-dire que approchez les transporteurs, surtout les transporteurs camerounais, et vous allez vous rendre compte qu'il y a un mal-être qui prévaut dans ce domaine-là. Alors, vous avez une grande société, une multinationale de la place, je ne vais pas citer la nationalité, qui est pratiquement installée aujourd'hui dans tous les domaines au Cameroun, le ferroviaire, le cinéma, dans tous les domaines, et qui attribue des transports aux sociétés de transport camerounaises, selon que, voilà, c'est des transports qui vont vers des pays comme la Centrafrique, vers le Tchad, mais eux, ils s'accaparent de tous les transports à l'intérieur, par exemple, de la ville de Douala. Et je vais vous dire, partir du port de Douala pour peut-être, je ne sais pas moi, Yassa, vous allez vous rendre compte que le coût de ce transport-là, c'est pratiquement la moitié de ce que gagne un Camerounais qui est une société de transport et qui fait voyager son camion de Douala pour N'Djamena. Alors n'oublions pas, à côté de ça, les loyers, Sam Sévérin, vous êtes un jeune créateur d'une structure. Vous avez tous les moyens. Allez louer une boutique à Aqua. Allez louer une boutique à Deido. Allez louer une boutique à Bali, on va vous donner le prix. Il n'y a pas d'harmonisation à ce niveau. Le jeune start-upper fait comment? Soit lui demande 1 an, caution lumière, caution câble, caution eau, parce que les cautions aménagement de la maison, il fait comment? On ne va pas tout mettre sur le dos de l'État parce qu'on est dans le domaine de l'économie. Et là, moi, j'aime généralement également me tourner vers les investisseurs camerounais, les hommes d'affaires de chez nous, comme on les appelle, qui auraient pu accompagner aussi, comme le suggère Charlamel, les plus jeunes. Sam, j'ai peur de dire que nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas, ce n'est pas parce que les Camerounais ne sont pas des opérateurs économiques. On revient au niveau de l'État. L'État n'a pas favorisé l'éclosion des hommes d'affaires, comme vous dites. Là, on revient. Je vous prends là 2 exemples. Le premier qui s'est passé devant le président Paul Biya. En mai 2016, il convoque une conférence économique, investir au Cameroun, terre d'attractivité, quelque chose comme ça. Un magnat de la finance lui dit, monsieur le chef de l'État, laissez-nous signer des accords de partenariat avec le Nigeria. Le Nigeria, nous n'avons rien à faire avec l'Europe. Le chef de l'État a bouché les oreilles. Pourquoi un magnat comme ça n'en parle, on ne dit rien? Les mêmes regroupements, je parle du JICAM, de l'ECAM et tout. Il y a eu la jeune chambre économique, parce qu'on est dans le domaine des jeunes. Justement, des jeunes, même la jeune chambre économique. Qu'est-ce qu'elle a fait elle-même? La jeune chambre économique. Elle n'a pas été accompagnée. Je parle même d'un an que je cite tout à l'heure. Il s'appelle Roland Kwemen. Il a été président international de la jeune chambre internationale. Mais on lui a donné quoi? Justement, quand il a dit un de ses gars fait les cacahuètes, mais on tient les conseils des ministres avec les biscuits turcs. Et les biscuits turcs. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a des Camerounais qui font des cacahuètes. Qu'est-ce que M. Roland Kwemen a tenté de proposer? Qu'est-ce qu'il a ramené? Justement parce que les gars qu'il a formés, parce qu'ils formaient par vague de sang, les jeunes, comment on l'appelle, leaders, ils n'ont pas été associés. Il a créé ce que Barack Obama avait fait aux États-Unis, c'est-à-dire que comment les jeunes peuvent avoir leur expérience en faisant dans le volontariat. Je ne vais pas citer les 2 entreprises qui l'accompagnent, parce que c'est pour faire la publicité, il n'y a que 2 entreprises qui l'accompagnent, 2 entreprises privées. Donc, et les autres ne le font pas. Pourquoi? Précisément parce que les autres entreprises camerounaises qui sont dans les jeunes, qui sont dans comment j'appelle ça, la bourse de sous-traitance, c'est ce que disait Charlemagne, on impose au Nigeria, on vous dit chaque multinationale qui vient travailler doit avoir obligatoirement la sous-traitance du Nigeria. Voilà. Ici, non. On vous dit vous n'êtes pas. Alors que les gars, à travers l'ONUDI, ont été mis à niveau. Donc, les sous-traitants camerounais sont là, ils ont le niveau, on ne les accompagne pas. Et on a signé un accord avec la Turquie alors qu'il y avait des entreprises qui fabriquent des biscuits au Cameroun. Et on fait des réunions, même au palais de l'unité, avec les biscuits turcs. Et vous allez dire que les Camerounais ne travaillent pas. Même pour faire simple, on va prendre le transfert d'argent par mobile, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Donc, ça veut dire, les gars, on a volonté. En réalité, c'est le gouvernement qui ne veut pas. Qu'est-ce que la Tunisie a fait? Le Bourguiba, quand il accède à son indépendance en 1957, il réunit, il dit, vous savez griller l'arachide, d'accord, réunissez-vous à 5. Je vous donne, vous allez
tous les séminaires du ministère du Tourisme, c'est votre arachide qu'on va servir. C'est comme ça qu'il a procédé. C'est vrai que l'État est au centre de tout, dans tous les pays, mais ne cherchons pas à disculper totalement le secteur privé parce qu'il y a une mentalité camerounaise qui n'est pas à encourager aussi. Parce que moi, j'ai bien côtoyé des milliardaires de ce pays et j'ai vu comment est-ce qu'ils ont fonctionné dans leur environnement. Ils n'ont pas beaucoup encouragé la jeunesse à éclore. Quand vous avez pu amasser beaucoup d'argent, faites en sorte que les jeunes gens, puisque ça ne vous sert à rien. Non, il n'y a pas de philanthropie, Sam. Non, il en faut. À un moment donné, eux-mêmes des hommes d'affaires. Si vous aimez votre pays, essayez quand même de faire quelque chose pour votre jeunesse. C'est pour ça, justement, il y a une expression, permettez, qu'on appelle entreprise citoyenne. C'est précisément, il y a deux choses. Pourquoi est-ce qu'on va mettre l'impôt ou pas sur le financement des musiciens, des peintres? Non, l'État impose. Il a fallu l'arrivée de Semengue à la tête de la Ligue de football professionnel pour que l'État, parce que c'est Semengue, n'impose pas l'argent qui va dans le football. Quand vous parlez de Semengue, ça c'est un nom, je suis désolé, qui ne doit plus être évoqué au Cameroun en 2017. Non, mais malheureusement, il a favorisé quand même que les entreprises financent le football. Il faut encourager la jeunesse. M. Semengue ne doit pas être président de la Ligue de football en 2017. Je suis de votre avis. Justement, c'est pour ça que je condamne ce fait. Parce qu'en fait, l'État devait le faire, que ce soit Semengue ou pas. Pour que l'argent qu'on met, par exemple, dans le football ne soit pas imposable. Voilà, on prend les quelques messages que nous avons sur cette question essentielle quand même. L'encouragement à l'auto-emploi chez la jeunesse camerounaise, la mise sur pied des start-up qui a de la peine à être véritablement enclenchée. C'est quoi le problème à votre avis, si vous avez quelques messages pour nous? D'accord, sacré Sam. Donc, c'est quoi, madame? Il n'y a pas de message? Si. Donc, on a Bidias depuis Douala qui dit qu'il est tout à fait d'accord avec Charles Armel. Il porte lui-même une chaussure qu'il a achetée chez un cordonnier à un montant de 25 000 francs CFA. Et ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il a cette chaussure. Et on pouvait imposer à toutes les entreprises camerounaises de commerce, d'acheter. On peut déjà consommer made in Cameroun. Vous vous imaginez que dans le domaine de la santé, on importe tout? On importe tout. On a la cotonnerie ici, on importe le textile en Chine. Donc, tendance a pratiquement raison lorsqu'elle décrit les prêts bancaires. Ils sont suicidaires. Les microfinances s'enrichissent au profit des commerçants. Faites une étude. Dès que vous contactez un prêt chez eux, vous passez toutes les années à payer les traites. Moi, j'ai une solution. Il faut que les jeunes start-upers se mettent en association, qu'ils aillent voir les gens du GICAM. Je crois que le nouvel exécutif au GICAM est assez disponible pour présenter leurs différents projets, parce qu'on ne va pas tout attendre de l'État. Je pense qu'aujourd'hui même, le GICAM est un séminaire pour les jeunes entrepreneurs. Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est un sujet qu'on a bien choisi finalement pour cette Maryland, l'État doit donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs d'évoluer en les encadrant et surtout en leur accordant la priorité au détriment des expatriés. Voilà qui est bien dit et qui met un terme à cette deuxième rubrique dans ce programme, le Zénith de ce 24 octobre 2017. C'était la colère de Charles Armel portant sur les start-up. C'est une appellation pour désigner les toutes nouvelles entreprises. On sait qu'il y a un ministère des petites et moyennes entreprises au Cameroun qui est dirigé par le professeur d'université Laurent Serge Tundingwa. Mais pendant qu'il est à ce poste-là, on lui a attribué quelques autres responsabilités, je crois, au CHU. Voilà, chef de département, alors qu'il a beaucoup de boulot. Monsieur le ministre, essayez de vous attarder sur cette question essentielle, parce que le domaine de l'emploi jeune au Cameroun est un vaste chantier sur lequel vous devriez pouvoir vous attarder assez sérieusement. Merci beaucoup. On prend la pause avant la deuxième partie. Après cette pause, à l'instant, la chanson de Armand Laclasse, le tout dernier album donc, de ce jeune chanteur, voilà, que vous avez bien connu, Megui, je crois, qui avait été lancé avec la chanson sur les reins. Voilà, c'était ça. Voilà, c'est ça. Sangoku a les reins. Oh, c'est ma chanson là. Oui, Armand Massac, on a été dans l'orchestre de l'université de Douala, lui et moi, alors que nous étions encore étudiants. Mais voilà. Il chante bien, Sam. Ce n'est pas ce que certains gars chantent, mais ils citent seulement les noms. Vous citez les noms, vous connaissez que dans vos villages. C'est dans vos familles qu'on vous connaît. Ok. C'était dans le petit Bamileke, en réalité, n'y voyait rien de péjoratif. Il racontait juste l'image de ce jeune Camerounais qui se débrouille bien. C'était collé à l'actualité de la colère de Charles Armel, et on a bien vu l'image de la vénalité de la femme qui suit l'homme
lorsqu'il est déjà un peu plus nanti. Voilà, donc rien de bien grave. On va aller avec 2-3 messages avant la revue des réseaux. Voilà, merci Sam. Donc on a Soleil qui dit à propos de l'histoire du jour qu'elle pense que l'homme a l'obligation de payer sa femme car elle aussi elle a ses besoins à elle également vis-à-vis de sa famille car l'homme ne pourra pas toujours venir en aide à la famille de son épouse qu'à un moment donné il se plaindra. Elle sait donc de quoi elle parle. Bonne journée à toute l'équipe. Merci Soleil. Cet autre message qui nous rapporte, voilà. Alors, je vais... voilà. Donc, qui nous demande pourquoi est-ce que vous en prenez toujours... Non. Voilà, c'est bien compliqué. Un petit conseil quand même, lorsque vous nous écrivez, soyez assez succinct et faites en sorte qu'on puisse bien déchiffrer vos messages. Et sur ce, d'ailleurs, on va aller au pas de course, prendre la revue des réseaux sociaux, puisque nous avons beaucoup de monde à recevoir. Par la suite, on prend donc cette revue avec vous toujours, Meggy. Voilà donc, merci Sam Sévérin. À propos de la revue des réseaux sociaux, on se rappelle que le week-end dernier a été assez riche en informations, en actualité. On a donc parlé de cette marche du SDF qui a été interdite et qui a créé ce qu'on a pu observer dans la ville de Douala. Mais d'un autre côté, il se passait un événement très important du côté des ECA, justement une commémoration donc en la mémoire de ces victimes de l'accident ferroviaire des ECA. Donc, c'était le 21 octobre, ça fait exactement 1 an. Et donc, c'est quoi le bilan? On a parlé de ces indemnisations-là. Alors, comment est-ce que la répartition a été faite? Il nous a rapporté donc que, voilà, il y a eu une liste de personnes qui sont susceptibles d'être indemnisées, notamment des blessés ayant subi un préjudice corporel justifiant d'au moins 1 jour d'incapacité temporaire. La liste est disponible sur divers supports, dans les journaux et également sur la presse web, dans la presse web. Donc, 1 milliard à partager entre les passagers blessés, décédés ou portés disparus. La commission ad hoc constituée par le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est donc chargée de définir les modalités de répartition de la dotation spéciale de M. Paul Biya, chef de l'État du Cameroun. Maintenant, ce qui pose le problème au sein justement des internautes, c'est comment savoir exactement quel est le nombre des personnes victimes de cette catastrophe ferroviaire des ECA. Et quand on parle de distribution justement de cet argent, c'est sur la base de quoi? On nous parle aujourd'hui officiellement de 7 personnes portées disparues. Est-ce que c'est suffisant? Se pose donc la question, les internautes se posent donc cette question. Sur quelle base cet argent sera reparti? Voilà, est-ce qu'un bon bac, vous pouvez nous aider à comprendre? Oui, Sam, moi, aider à comprendre peut-être, ce problème me fait mal, très mal au cœur. Lorsqu'on commence, on continue dans notre pays à insulter les morts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon du tout. Ici, on fait comme si, oui, c'est bien d'avoir eu des survivants, mais que fait-on des morts? Parce qu'ils ont vécu, même les survivants sont terrorisés par ce qu'ils ont vu. Quels sont les morts? Comment on les a accompagnés? C'est d'abord ça. Parce que ceux mais là, on est dans le domaine de l'indemnisation, hein, parce que restons dans le sujet. Oui, mais justement, nous sommes dans l'indemnisation. Il y a une somme de 1 milliard. C'est vrai que hier, vous disiez déjà que ce n'était pas assez suffisant. Oui, mais maintenant, premièrement, quels sont les gens qui étaient dans le train? Quels sont ceux qui avaient acheté les tickets au départ de Yaoundé? On ne nous a jamais donné le nom. Deuxième chose, ça complique parce que est-ce le président de la République qui a sorti les 1 milliard ou bien c'est l'État du Cameroun? Là aussi, il y a un flou. Si le président, comme on dit, par la magnanimité du chef de l'État, dans ses budgets, dans son budget annuel de 55 milliards, il a sorti dedans qu'on nous dise. Si c'est l'État... Peu importe l'origine des fonds, non, mais ça toujours importe. Que les victimes peuvent rentrer en possession d'une partie de cet argent, enfin les familles des victimes. Oui, d'accord, mais on ne saura, puisqu'on ne veut pas montrer les familles des victimes, on a sélectionné quelques-uns. Et parce que vous savez, il y en a aussi qui disent, je ne prends pas l'argent de sang. Parce que c'est ça, il y en a qui disent, bon, il y a eu des études, mais en réalité, mon problème n'est pas au niveau de la répartition, c'est que l'État du Cameroun doit faire le deuil. Si on ne fait pas le deuil, il y aura plus de catastrophes. Vous avez annoncé l'émission tout à l'heure, avec cet accident qui a eu lieu. Nous aurons comme ça
nous irons de mort en mort. Il ne faut pas rester dans cette ambiance, Sam, je suis désolé. Je vous dis, je suis un initié africain qui vous dit ce qui va se passer. Oui, mais on est à la télévision non plus, ne faisons pas comme si... parce qu'on peut donc éviter... C'est le déluge, c'est pas le déluge. Non, comment on peut donc éviter ça? Il faut donc qu'on évite les EK2, qu'on évite les morts. Qui doit éviter? Vous, les Mbombo, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous priez? Le chef de l'État, on lui dit donc faisons le deuil. Quand il refuse de faire le deuil, on verra donc à des situations macabres tous les jours. Tendance sur cette liste, la liste qui fait problème. Les 1 milliard là, c'est pas victime. On donne, mais dis-moi un peu. On donne 1 milliard par. Non, c'est 1 milliard à partager entre les décédés, les blessés et les portés disparus. On ne peut même plus les identifier parce qu'on dit que le jour là, ceux qui vont avoir la chance, c'est les gens qui ne se sont pas enregistrés. Si jamais le vrai bordereau sort même. Parce que je suis sûr que quand le deuil est sorti, ça fait tout le bourraha que ça peut donner. Ça, on ne peut même pas identifier tous ceux qui sont décédés. Donc, vraiment, je ne sais même pas par comment il va commencer. Le Cameroun aime tout faire le désordre. Si ça ne dépend que de moi, nous sommes. L'argent, là, on peut en construire un monument là-bas. On achète les fleurs. Chacun peut lancer sa part là-bas. Commençant par moi. On fait comme chez les Blancs. On lance les fleurs, on construit un monument. Et chaque année, on peut faire des prières. Et on fait le funérail quand? Pourquoi pas? Oui, sur la procédure d'indemnisation. Avant d'avancer, je veux vous dire quelque chose qui... Mais il faut rester dans le sujet, ne sortez pas toujours du sujet. Je suis obligé de vous couper. Si vous sortez du sujet, je vous coupe, M. Mbachou. Restons dans le sujet. Alors, je vais vous dire, Sam Sévérin, que la première chose qui apaise les victimes ou les familles des victimes, c'est le mea culpa des responsables. On est d'accord? On passe à la suite. Vraiment, madame, donnez-nous la prochaine information. Parce qu'ils ne veulent pas respecter le conducteur. On parle de l'indemnisation. On parle de 1 milliard qui a été donné. C'est ce qu'elle a retenu comme menu du sujet. On ne peut pas parler de 1 milliard qu'on a donné sans toutefois remonter. Qui a donné 1 milliard? On a donné 1 milliard par rapport à quoi? Par rapport à quoi on a donné ces 1 milliard? Ces 1 milliard, c'est pour les intéresser, c'est pour dire que le chef de l'État apaise vos colères, c'est pour dire qu'on vous indemnise les responsabilités. Madame, qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette Voilà, moi je pense que voilà, c'est déjà pas ça qui va atténuer la douleur de toutes les personnes qui sont éprouvées par cette catastrophe. Moi, je dis qu'on doit plutôt tirer des leçons de cette catastrophe qui a endeuillé tout le Cameroun. Ça fait très mal. Et la meilleure façon qu'aura le gouvernement, justement, de témoigner sa compassion. Voilà, de témoigner sa compassion, c'est de ne plus permettre que ce genre de choses arrive, même si on n'est pas toujours à l'abri de catastrophes. Mais c'est de ne plus permettre, de montrer la volonté manifeste qu'ils font tout pour que ce genre de choses n'arrive plus. On veut du concret. Ok, très bien. On va donc passer à la deuxième nouvelle de votre revue. Voilà, donc justement, toujours ce week-end, entre le 21 octobre et le 22 octobre, beaucoup de choses se sont passées. On a eu justement le retour de son Excellence Paul Biya, chef de l'État du Cameroun. Et on a pu apercevoir au pied de l'avion, justement, beaucoup de mouvements. Il y avait des danses qui étaient assurées non seulement par des militants du RDPC, mais encore chose surprenante, par des hauts cadres du gouvernement, des membres du gouvernement qui abhorraient justement la tenue du Parti des Flammes et qui dansaient. Et donc ça a suscité un peu des réactions hilares de la part des internautes qui étaient un peu dépassés justement par tout ça. Et vous pouvez juste tirer une conclusion en regardant ces images. Voilà. Donc voilà, le chef de l'État avec sa femme, voilà, son épouse Chantal Biya qui salue des personnalités au pied de l'avion. Et puis peut-être on aura justement, voilà, donc ces images des hauts cadres du RDPC. On a pu apercevoir le ministre Jacques Famendongo, voilà, si vous le voyez en bleu, et, et le ministre Mebungo, qui étaient très très contents, qui ont esquissé comme ça en passant quelques pas de danse avec la tenue du RDPC. Et donc les internautes se sont demandé si c'est pas assez cocasse quand même comme situation. Est-ce que c'est démontrer le trop plein d'émotions et de contentement justement de la part de ces ministres-là. Voilà peut-être ces images. Voilà, on est toujours dans l'ambiance de ce retour du chef de l'État et là on est avec les épouses des corps constitués nationaux, avec Linda Yan, l'épouse du chef du gouvernement qui a été aperçue en l'absence du Premier ministre lui-même qui n'était pas là. Mais
pour revenir à l'image tendance de ces ministres du RDP. Je crois qu'il s'est agi d'une délégation, notamment des dignitaires de la région du Sud, parce qu'on a aperçu Jacques Famendongo pour l'Anvila, vous aviez également Edgar Alem Bengo Dudja et Lobo, et pour l'Océan, on a bien eu la présence effective de Jules de Rendongo, qui était, voilà, les voilà tous regroupés. Alors... C'est comme si j'ai même vu Ama Toutoumuna là-bas, où je vois mal. C'est comme si j'ai la myopie. C'est que ma myopie là-bas. Non, elle fait partie de la délégation. Restez dans le sujet, madame. On ne parle pas, on parle de la région du Sud. Les voilà en image. Je vais encore. Ça, pour la région, ne m'embrouille pas. Parce que tu sais ce que les gars ont parlé de Mbongo ce week-end, Megui. Qu'il est parti là-bas parler l'anglais, ou c'était l'anglais de quoi, le pidine. Que ce n'est même pas l'anglais qu'il a causé aux anglophones. Je m'arrête, ça me continue. Très bien. Alors, c'est une image qui a suscité... Bon, hier déjà, vous vous étonniez, Bonbon, de ce que les membres du gouvernement en soient obligés d'en arriver là, mais finalement, on peut comprendre qu'ils étaient en tenue du parti, finalement. Oui, mais justement, ça porte la confusion, Sam. Mais la confusion vient du fait que le Famendongo lui-même a dit qu'il est la créature du président Biya. Et là, à ce moment, il faut donc qu'il montre qu'il vit, ou alors il a eu cette ascension sociale grâce au président qui passe les moments difficiles aujourd'hui avec la crise sociale. Maintenant, je ne les ai pas vus danser, hein, parce que les internautes semblent nous avoir embarqués dans parce que les deux ministres, Mbengo et Famendongo, n'ont pas dansé tout à l'heure dans l'image. Oui, à l'image, ils n'ont pas dansé, non, mais il y a des images, ils ont dansé. Il y a des images où puisque voilà, dans la chaîne concurrente, dans la chaîne nationale, on les a montrés en train vraiment de danser. Ils ont vraiment dansé. Donc, effectivement, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ça nous amène encore à l'image des partis uniques, où on parlait du guide éclairé d'un certain nombre de choses et tout. Un peu comme le Parti communiste chinois, voilà, dont on parle ces derniers temps. Donc, voilà, c'est désolant. Mais en fait, c'est leur militant, c'est leur parti, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent, mais pourvu ça va apporter plus de confusion encore. Alors, est-ce que ce sujet vous interpelle, Charles Hamel? Vous souhaitez... Non, je risque de sortir du sujet, Sam Sévérin, je préfère que vous gardez le Je risque de sortir. Restez dans le sujet. Non, je risque de sortir du sujet, je vais tout faire. Parce que ce n'est pas des images qui... Non, je risque de sortir. Ils nous ont montré encore des images dernièrement, quand ils vont comme membres du gouvernement, ils arborent les tenues du RDPC dans leurs localités respectives. Donc en fait, il y a même une image qu'on avait commentée à l'époque du ministre Motazé. Voilà. Il était parti lancer les travaux d'un chantier dans sa région, je crois, vers le sud profond aussi. Mais il était en tenue du parti. Donc c'est une confusion qui doit commencer. Qui règne, et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. À ce moment, on ne sait jamais à quel moment il se comporte comme membre du gouvernement et à quel moment il se comporte comme militant du RDPC. Et il faut dire que c'est de là que part la polémique. Toute la polémique. Mais ils étaient un peu à l'écart, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là comme membre du gouvernement qui attend le président de la République. Tout à fait. Et donc, pour les internautes, c'est un geste symbolique parce qu'il faut se dire que venir attendre le chef de l'État, quand même, ce sont des ministres de ce pays, voilà, et qui occupent des postes très, très importants. Donc, venir en tant que militant, ça a peut-être une signification. On se rappelle quand même que depuis que le chef de l'État est absent, en fait, pendant son absence du Cameroun, il s'est dit beaucoup de choses. Il a été beaucoup prise à partie par les Camerounais qui ne comprenaient pas son attitude alors que le Cameroun traverse une période assez délicate. Donc certains internautes estiment donc que c'est peut-être un choix de ces ministres-là pour démontrer en Mondovision leur soutien justement pour le président de la République, déjà pas seulement en tant que ministre mais en tant que militant du parti au pouvoir. Voilà. Très bien, on va prendre la troisième et dernière nouvelle de votre revue de ce matin. Voilà, donc voilà, pour sortir de la revue des réseaux sociaux, on va passer à toute autre chose et basculer dans le monde artistique, musical au Cameroun. Justement, on ne comprend pas ce qui se passe entre certains musiciens camerounais quand même qui ont une certaine notoriété, qui ont gagné la confiance et l'affection des Camerounais de par leur travail, notamment sur le plan musical. On parle de Longuet Longuet qui ne tarit pas en sortie sur les réseaux sociaux. Il fait des vidéos tout le temps, il s'attaque à ses collègues, à ses confrères et cette fois il s'en est pris justement à Lady Ponce, elle qui n'a pas donc voulu rester calme par rapport à ces sorties de Longuet Longuet, qui a choisi de répondre donc sur des chaînes de télé, sur des radios. Elle a répondu et de façon très très violente. Il s'est dit beaucoup de choses, beaucoup de révélations qui n'honorent pas nos artistes. Et les internautes encore se demandent, alors,
Maintenant qu'on parle de la musique camerounaise qui a quand même pris un coup en termes de qualité et en termes de notoriété sur le plan continental et même international, alors qu'on attend une certaine solidarité, une certaine union de la part de nos artistes justement pour relever le niveau de notre musique, mais on assiste plutôt justement à cette guéguerre entre artistes et pas des artistes de bas de gamme. C'est dommage. C'est bien dommage. Bon, alors, pour l'histoire de Longueuil, on la connaît depuis quelques jours. Alors, Lady Ponce a commencé par une sortie dans un média de la place, basé à Yaoundé. Et puis, il semble-t-il, en début de cette semaine, elle a tendance à accorder une autre interview à la radio Soleil FM, une radio appartenant à M. Nyassa Soleil, hein, avec beaucoup de beau monde dans cette radio-là. Et c'est ici que les choses ont quasiment dérapé. Vous avez été bien informé, comme la plupart des internautes, tendance sur les déclarations de la chanteuse Lady Ponce vis-à-vis de Longueuil. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, apparaît comme un gros dérapage dans ce cas? Je dis que Lady Ponce a baissé. Baissé le genre que tu ne peux même pas. Bon, il faut la faire comment comme ça? Maman. Lady... Pardon, ça fait partie du modèle. Lady Ponce a versé la qualité que même tu ne peux pas écouter cette vidéo avec les enfants. Versé jusqu'à, je n'ai pas encore dit à mon grand frère Longueuil, papa, pardon. Pour tout le respect que je te dois, ne parle plus, pardon, pour l'amour de Dieu, parce que j'ai eu très mal hier en tant que femme. Et les animateurs qui étaient là, vraiment, vous avez gâté tout. On doit vous sanctionner. Il y a des choses qu'on n'accepte pas dans les médias. De s'asseoir et dire des énormités. C'est ça en français, non ça? Oui, c'est ça. De dire des énormités. On doit vous sanctionner. Franchement. Ou alors de laisser dire des énormités. Voilà le mot qui dit. C'est ça qui me passe en français. Laisser dire les énormités sur les médias, pour les médias qui se respectent. Ça ne se passe pas comme ça. Respectez-vous, respectons-nous. Pour une chaîne de radio qui se respecte, le patron ne doit pas laisser qu'on raconte des choses comme ça dans sa radio. C'était en direct. Tout le monde entier regardait. Facebook. Quand on dit Facebook, en direct, alors, mais concrètement, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qu'elle a dit qui est si grave? Bon, enfin, essayez de nous faire comprendre qu'est-ce qu'elle a dit à l'intention de Longueuil. Elle a dit des mots qui n'étaient pas vous ne voulez pas répéter ça. ça. Tu comprends ce que tu dis ça? C'est bon, on ne va pas les répéter. Ça me traumatise. Okay. Hein? Voilà. Non, maman l'a dit. S'il te plaît, je t'aime aussi, j'aime Longueuil, vous aimez à deux. Je vous aime vous deux. Parce que vous êtes les citoyens camerounais comme moi. Pardon, faites de la paix parce que j'ai dans mon jujube dans le sac. Je vais vous donner le jujube là. Merci, Tendance. On va aller vite. Alors, Charles-Amel Mbachou, les oppositions entre les chanteurs et chanteurs camerounais, bon, on les connaît, hein, on connaît un peu le conflit qui a opposé récemment Mani Bella à Chantal ici. Lady Ponce elle-même a souvent été opposée à quelques autres animateurs de la place, mais je crois que pour son cas, elle a un petit souci aussi avec son entourage parce qu'elle se fait conseiller par quelques personnes qui, véritablement, pour ce cas-ci, ont échoué. On ne lui a pas donné de bons conseils, on peut le dire. Alors, il faut dire que, pour parler de Lady Ponce, on se rappelle quand on avait, Charlotte Dipanda avait ses problèmes, elle avait fait une vidéo, je pense pratiquement d'environ 20 à 22, 23 minutes, où elle précisait et donnait des conseils à Charlotte Dipanda, lui demandant de ne pas réagir, de rester grande. Grande est ma surprise, pour moi, de la voir réagir par rapport à ses propos, aux propos de Longueuil. Je ne sais pas à quel niveau il faut mettre Longueuil. Je ne sais pas à quel niveau il faut le situer. Est-ce qu'on va encore le prendre comme un artiste? Est-ce qu'on va encore le prendre? On va le prendre comme, je ne sais pas, comme certains disent, un déréglé. Je ne sais pas s'il faut, parce qu'on le dit sur l'étoile ou pour toute autre chose. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a réussi quand même à tirer, à faire bouger les choses, à démontrer que dans le secteur de la musique, c'est pas toujours bling, bling, bling dans le secteur de la musique. Longueuil nous a La preuve, Sam Serena, la preuve, Sam Serena, il a réussi à faire bouger Petit Pays, il a réussi à faire bouger Fingon Tralala, il a réussi à faire bouger Willy de Paris, il a réussi à faire bouger pas mal d'artistes à travers ses dires. Est-ce que cela dénote du fait qu'au fond de tout ce qu'il dit, il y a un peu de vérité? Point d'interrogation. Est-ce que cela voudrait dire, parce que s'il y a de la vérité concernant les autres, ça suppose que la réaction de Lady Ponce aujourd'hui doit être sous-entendue comme étant une forme de vérité qui est en train d'être libérée. Parce qu'à l'intérieur,
on sort les affaires de prostitution, à l'intérieur, on sort les affaires d'homosexualité, à l'intérieur, tout. Donc, il faut dire que les mœurs à ce niveau sont véritablement atteintes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu dans de le penser... monde des artistes fait de mauvaises mœurs? Je ressors, oui, des mauvaises mœurs. Je ressors, vous avez posé la question tout à l'heure, je ressors l'ensemble des propos. C'est une affaire de mœurs sur tous les temps. Est-ce que les artistes qui ont réussi de leur propre chef, ou est-ce qu'ils ont été aidés par des réseaux magico-religieux? Il faut se poser la question parce que, à écouter l'ensemble... Ça commence à dégringoler. Oui, ça commence à dégringoler. On ne peut pas comprendre de la part de l'Église. Partons de Catino. La révélation de Catino chez Charles Tomba, où on parlait des histoires des vestes, des Zanzibar qu'on a portées et tout, des accusations à l'endroit d'une femme respectueuse comme Grace Descartes. On a cité un ensemble de choses. Je repars du haut vers le bas. C'est dire que véritablement, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein donc, permettez-moi. Il nous reste 3 minutes. Je n'ai pas glissé. Je ne suis pas encore sorti. Je suis dans le sujet. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Sam Severa, il est temps qu'on commence à interroger, qu'on pense rapidement mettre sur pied la censure. Très bien. Mais voilà, il faut dire quand même que si je m'en tiens en réaction aussi de beaucoup de personnes sur la toile, ils sont un peu remontés contre justement les animateurs et les personnes qui reçoivent ces artistes dans le but justement de créer ces clashs. Moi, je dirais, sans vouloir juger qui que ce soit, mais on a nos artistes quand même qu'on a le devoir en tant qu'hommes de médias quand même aussi à protéger. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas chercher tout le temps à alimenter certains conflits qui, en fin de compte, ne profitent pas à l'image du Cameroun tout entier. Parce que, au-delà de Lady Ponce et de Longuet Longuet, il s'agit du monde artistique camerounais. Et c'est des vidéos qui sont partagées ça et là, pas seulement dans le triangle national. Donc vraiment, il faudrait que les uns et les autres quand même fassent preuve d'un peu de responsabilité parce que vous ne pouvez pas... Les animateurs. Oui. Parce qu'il y a un phénomène mauvais d'animateurs de Yaoundé. Vous ne pouvez pas en tant qu'animateur recevoir un artiste qui tire sur quelqu'un et qui s'attaque à sa vie personnelle. Franchement, la responsabilité en tant que père de famille, déjà... Mais est-ce que c'est la faute aux animateurs? Nous avons eu le cas de Beyoncé. Nous avons eu le cas de P. Diddy. Nous avons eu des cas de Rick Ross. Nous avons eu le cas de Flavor. Oui, ça c'est un Occident. Non, ça a été fait. Il faut qu'on connaisse. Non, il faut peut-être qu'on connaisse, mais je veux dire quoi? Quand quelqu'un vient sur le plateau, c'est-à-dire que Longuet Longuet, il fait ses vidéos, il n'est pas invité par quelqu'un. D'accord, mais maintenant vous avez Lady Ponce. C'est vrai qu'il faut parfois titiller les auditeurs et les téléspectateurs ont peut-être besoin de ça aussi pour un peu de buzz, mais il ne faudrait pas quand même pousser les choses plus loin. Ce qui nous intéresse par rapport à Lady Ponce, d'abord, c'est ce qu'elle fait comme métier, ce qui nous contente, sa musique. Sa vie personnelle, tout le monde a une vie personnelle. C'est elle-même qui a parlé, Megui, je suis désolé. Non, c'est elle qui a parlé, non. Parce que, non, Sam Sévérin, c'est elle qui a parlé, mais il faut dire qu'elle a été attaquée sur le plan personnel par Longuet Longuet. Et l'animateur ne l'invite pas au hasard. Mais justement, elle a choisi la tribune officielle pendant que l'autre a choisi le tribune. On va revenir en deuxième partie. Je ne souhaite pas que Mbombo soit mêlé à ces choses-là. Je n'allais même pas parler. Voilà, qui ne nous honore pas, honnêtement. Il faut le reconnaître. Lady Ponce, il faut le dire, elle est descendue très bas. On avait beaucoup d'admiration pour elle. Sur ce coup, elle n'avait pas à faire ce type de déclaration. Longuet Longuet non plus, parce que lui également est un peu en dehors de la norme depuis quelque temps. C'est dommage. On va prendre un de nos premiers partenaires. Ils sont malvoyants. Ils nous arrivent de l'association Ici et Là-bas. On va les accueillir. Ils sont avec nous sur ce plateau. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Soulevez le micro. Bonjour. Bonjour, Sam Séverin. On ne vous entend pas. Soulevez le micro plus près de la bouche. Bonjour, voilà. Sam Séverin. Bonjour, millions de téléspectateurs d'Equinox TV. Qu'est-ce qui vous amène ici ce matin? Ce matin, aujourd'hui, nous voulons informer les personnes aveugles et malvoyantes du nouveau concept de l'association Ici et Là-bas, dénommé Blanky. Il s'agit de quoi alors? Il s'agit en fait d'une clé USB ordinaire que vous amenez à l'association Ici et Là-bas. Nous la paramétrons et après cette clé en fait devient extraordinaire et vraiment permet aux personnes aveugles et malvoyantes de rendre accessible n'importe quel ordinateur sous le système d'exploitation Windows. C'est-à-dire, après d'avoir paramétré la clé USB, vous la connectez à un ordinateur et quelques secondes plus tard, il y a une synthèse vocale gratuite dénommée NVDA qui s'initie. Et après initialisation de la clé
USB, une synthèse vocale devient active, NVDA devient active et permet à la personne aveugle et malvoyante d'avoir accès à l'ordinateur. Donc l'ordinateur devient accessible. Et en plus de la synthèse vocale, nous avons dans la clé USB une quarantaine de logiciels free access. C'est-à-dire, par exemple, si je viens sur une de vos machines ici à Equinox, je connecte ma blind key. Si, par exemple, vous n'avez pas le programme Skype, et moi, j'ai peut-être besoin de parler à un de mes frères ou en France ou aux États-Unis, donc je lance mon programme Skype depuis la clé USB. Si, par exemple, je vais utiliser un logiciel, le localisateur, par exemple, qui permet aux personnes aveugles d'avoir accès à Internet plus facilement, je lance le localisateur depuis la clé USB. Si par exemple je veux utiliser peut-être le navigateur Firefox et vous n'avez que Internet Explorer et Google Chrome sur vos machines, je lance Firefox depuis ma clé USB. Sur la clé USB, il existe une quarantaine de programmes comme ça donc, que vous pouvez lancer depuis la clé USB. Très bien. Est-ce que vous voulez que votre collègue, enfin la personne qui vous accompagne puisse dire un mot aussi, je ne sais pas. Oui, vous lui passez le micro. Oui, moi je suis Robert Koko Eyaman de l'association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. Alors, je suis l'un des bénéficiaires de cette formation pour la simple raison que j'encadre les déficients visuels en ce qui concerne leur insertion scolaire. Donc j'encadre les élèves et étudiants. C'est en cela que cette formation est importante pour moi et pour l'association parce qu'elle permettra que plusieurs jeunes déficients visuels puissent s'en servir de l'outil informatique. Donc c'est un programme innovant, tout simplement parce que tous les déficients visuels ne pouvant pas avoir un ordinateur à l'aide de cette blind key, ils pourront s'en servir parce que dans presque chaque maison, on peut trouver un ordinateur, soit pour les enfants, soit pour les parents. Ils peuvent donc s'en servir de leur blind key pour pouvoir également travailler. Vous savez donc que, comme on le dit, l'analphabète de demain, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas écrire, mais c'est celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Donc, le déficient visuel ne doit pas être en marge des technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc c'est une belle innovation. On va terminer. Vous avez 30 secondes pour conclure. Donc, l'outil informatique à la portée des déficients visuels, c'est possible à travers votre association dénommée Ici et Là-bas. Alors, un mot de fin? Je voudrais inviter tous les déficients visuels à se rapprocher soit de nos centres, soit Ici et Là-bas pour pouvoir bénéficier de cette formation et d'entrer en possession d'une blind key parce que c'est quelque chose qui est important pour eux. Voilà, se rapprocher de vous, on fait comment finalement, votre localisation? Oui. Donc je voulais juste ajouter que ça permettra aussi l'insertion professionnelle des personnes aveugles. Donc aujourd'hui nous savons que l'informatique est obligatoire dans nos écoles. La blind qui permettra aux personnes, aux élèves et aux étudiants aveugles d'apprendre l'informatique à l'école. Si par exemple je suis recruté à Equinox ici, grâce à la blind key, les ordinateurs me deviendront accessibles où que je sois. Donc pour se rapprocher de l'association Ici et Là-bas et aussi pour demander à ceux qui nous regardent aujourd'hui de contribuer au programme blind key, en fait c'est juste on demande des clés USB de 8 Go. Donc notre contact en fait c'est le 690 79 81 17 ou le 694 71 56 50. Il faut reprendre, papa, reprendre doucement, doucement. D'accord. Pour joindre l'association Ici et Là-bas, c'est le 690 79 81 17 ou bien le 694 71 56 50. Et après, je profite aussi de votre plateau pour demander aux parents qui ont des enfants aveugles dans la maison de les sortir de l'obscurité, de les rapprocher des centres comme Ici et Là-bas ou bien le centre ACFISA de mon partenaire Robert, qui sont des centres en fait qui permettent de scolariser dans de bonnes conditions
les enfants aveugles et malvoyants. Merci bien. On a compris votre message. On poursuit ce programme avec la rubrique interpellation. Je pense que mon point de vue ne va pas être très négatif, mais je pense positif dans le sens qu'il faut ajouter certains jeunes dans le gouvernement actuel et éliminer aussi certains vieillards qui ont 1000 ans. Donc il faut associer les deux. Parce qu'on ne change jamais une équipe qui gagne, mais il faut associer aussi des nouvelles pensées. Voilà, interpellation sur le rajeunissement de l'équipe gouvernementale. Est-ce que nous n'avons pas l'agenda du chef de l'État qui choisit de remanier ou pas son équipe gouvernementale? Moi, je ne suis pas du point de vue de notre compatriote. Lorsqu'il a dit une équipe qui gagne, moi je vois une équipe qui a perdu. Il ne faut pas associer les jeunes à l'image d'une équipe qui a perdu. Laissons ces vieux qui n'ont pas pu apporter de la perspective aux jeunes Camerounais de les tomber doucement que d'aller là-bas pour, j'allais dire, écorner son image. Les jeunes ont montré qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent être entreprenants et que ces vieux-là qui gèrent le pays ne les écoutent pas, ne les entendent pas, ne les encadrent pas. Donc laissons-les, facilement. Oui. Alors, Sam Severa, les choses changeront dans ce pays le jour qu'on va définir, on va changer cette assertion qui dit qu'on est jeune de 0 à 77 ans. Voilà ce qui est en train de tuer ce pays. On est jeune de 0 à 77 ans. Lorsque vous passez le temps, on parcourt les journaux, la une des journaux, le sous-préfet de tel s'est écroulé. Telle personne en allant saluer le chef de l'État s'est écroulée. Telle personne en voulant entrer dans sa voiture s'est écroulée. Telle personne en voulant monter les escaliers qui mènent à son bureau s'est écroulée. Mais ça, c'est vrai. Je crois que cela devait faire ressortir un ensemble de choses, la vieillesse. Quand on commence à s'écrouler, ça suppose qu'on n'a même plus la stabilité verticale. Ça pose un énorme problème. Alors, est-ce que ces vieux sont-ils plus nombreux? Parce que de plus en plus, il y a quand même quelques jeunes Ils qu'on sont nombreux. Il y a des sous-préfets de 30 ans aujourd'hui, le cas Même de 27 ans. Voilà, de 27-30 ans. Et quelques jeunes commissaires de police. Oui, il y a quelques petits efforts qui sont faits. Meggy? Mais moi, je vais dire que c'est vrai qu'on a un régime qui est à la base, en général, gérontocrate, parce que quand on observe même les mouvements au sein de ce gouvernement-là, entre les sorties, les entrées, et les rappels des personnes qui sont déjà là en retraite et qu'on rappelle pour tenir des ministères, ma foi, importants, on se demande quand même, on se dit quand même qu'il y a un problème. Mais maintenant, vous avez fait allusion à ces jeunes qui sont promus sous-préfets et tout de 25 ans, de 30 ans. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais maintenant, il faudrait savoir alors sur quelle base de compétences est-ce que ces personnes sont recrutées. On voit justement, on a parlé beaucoup ces derniers temps sur la toile du sous-préfet de Kribi. Voilà, de Kribi 2. Il y a eu une véritable polémique justement sur ses origines familiales, même si celle-ci ne le dispense pas d'avoir un poste dans ce pays tant qu'il le mérite. Mais c'est autant de problèmes, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la gérontocratie qui a un problème au Cameroun, mais notamment aussi, justement, c'est le favoritisme, Voilà. Donc, à côté de cette gérontocratie-là, il faudrait justement un ménage sur le plan des mentalités, et de l'éthique. Donc, oui, c'est un problème d'avoir des personnes d'un certain âge dans le gouvernement, parce que même si elles ont toute la bonne volonté, même sur le plan physique, il y a un problème déjà qui se fait. On demande aujourd'hui à nos gouvernants d'être sur le terrain, de se rendre compte par eux-mêmes de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'un ministre des Transports devrait pouvoir écumer l'axe le circuit routier du Cameroun pour savoir les agences de voyage aussi. Justement, les agences de voyage, aller vraiment au fond. Alors, est-ce qu'il a cette possibilité physique de le faire? Pareil pour le chef de l'État qu'on demande sur le terrain de temps en temps pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. Mais est-ce qu'il en
on a les capacités physiques. Maintenant, il y a la vision des choses. C'est des personnes qui sont au gouvernement depuis 40 ans, 45 ans, 50 ans souvent. Alors, est-ce que leur vision des choses n'est pas aujourd'hui obsolète? C'est-à-dire, avec un monde en perpétuel mouvement, les choses évoluent. Vous avez des membres du gouvernement qui, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux où beaucoup de choses se font, qui n'ont même pas de page Facebook, alors qu'on voit ailleurs quand même des ministres qui sont actifs, qui interagissent, c'est-à-dire qui sont en communication avec le peuple. Merci beaucoup, Megui. Le monde évolue, vous l'avez dit, dans d'autres pays. On appelle au rajeunissement, effectivement, parce qu'il ne faut pas rester ad vitam aeternam aux affaires. On va prendre nos partenaires de Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci beaucoup. On les reçoit, les hôtesses de Africam Shopping qui sont parmi nous. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous, bonjour à tous les fidèles de ce programme. Les consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être des Home of SR Karambola Spa. Alors ce matin, nous allons commencer par nous adresser à toutes ces personnes qui aimeraient affiner justement leur silhouette. Vous le savez, il y a des parties du corps qui ont tendance à accumuler franchement la graisse et les parties sont très délicates. Du coup, l'élimination de la graisse est difficile. Alors sur ce plateau, on vous présente ce matin notre SR Hot Shaper. C'est une gaine justement amincissante que vous mettrez au niveau du buste, du ventre et qui permettra de brûler les graisses contenues à cette partie du corps là et ainsi affiner votre silhouette. Utilisable par les hommes autant par les femmes. Et pour plus d'efficacité, donc il faudra l'associer à notre gel, le Slimming Gold Gel, qui permettra ainsi de faciliter beaucoup plus le travail. L'avantage de ce gel, c'est qu'il peut être utilisé par des personnes qui sont déjà assez fines de corpulence, un peu comme moi, voilà, et qui veulent juste affiner les petits bourrelets, les petites rondeurs qui se dessinent. Mais sinon, pour une bonne association, pour plus d'efficacité, vous devrez associer le SR Hot Shaper au gel. On va maintenant s'adresser aux hommes. On a tendance à dire que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. On ne le ment pas parce qu'il y a des hommes qui sont tout rikiki et de ce fait, franchement, se sentent mal à l'aise avec leur masculinité, avec leur virilité. Ils estiment que pour être plus homme, il faut être beaucoup plus costaud là-bas, en bas, on va le dire comme ça. Alors justement, vous aurez besoin d'utiliser notre savon, le Men Soap, qui permettra de protéger d'abord votre flore masculine en préservant votre partie intime de toute imperfection, de toute impureté, démangeaison, mauvaise odeur. Et maintenant pour la double action, c'est-à-dire augmenter vos proportions en longueur et en largeur, vous devrez l'associer au gel. Un gel donc grossissant qui permettra d'atteindre la forme escomptée. Et une fois la forme escomptée, vous arrêtez tout simplement l'utilisation. On passe donc maintenant à la toilette générale. Une magnifique gamme, la gamme SR Karambola Spa pour vous, pour la famille, pour le couple, pour tout le monde en général. Elle est composée d'un savon, le SR Karambola Soap, qui permet justement de protéger votre peau des impuretés, des imperfections. Mais avant, vous devrez utiliser le gel. Il s'agit là du Cool Spa Salt. Il est fait à base de miel, de sel de mer et de collagène et protège votre peau des impuretés, la renouvelle en l'éliminant de toutes les peaux mortes. Et là, vous passez donc au savon qui lui est fait à base de fines herbes caramboléens et de miel. Pour terminer dans tout ceci, vous aurez besoin de la crème qui viendra rehausser votre éclat naturel, rétablir votre éclat et vous donner une douceur de peau de bébé. On termine sur ce plateau juste avec l'appareil de massage. Il s'agit du Dauphin Masseur, plusieurs accessoires qui est un 8 en 1 parce qu'il a 8 accessoires.
soir. Lui, il permet de mettre un terme à la fatigue générale, détend votre colonne vertébrale, finit le mal de nerfs, le mal d'articulation, les douleurs, les problèmes de rhumatisme pour nos grands-parents. Il suffit tout simplement de leur offrir cet appareil, d'offrir masseur, plusieurs accessoires. Et il y a toute une large gamme des produits de massage à la boutique. Alors, tous ces produits, mesdames et messieurs, où est-ce que vous les retrouvez? Nous sommes bien sûr à Lomé, au Togo, immeuble City Motors, et nous répondons au 90 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié, 6 97 63 89 99. Nous sommes à Yaoundé, face garantie voyage Sam 54 54 23 23. À Douala, BP Cité, derrière la Totale, en face paroisse Christois, le 6 77 42 11 00. Rendez-vous à African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Merci. Merci beaucoup. Enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural, SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. La beauté africaine, donc, African Shopping, c'est jeudi prochain, comme tous les mardis et les jeudis. On poursuit ce programme, le Zénith, qui va vers sa fin, en vous rappelant tout à l'heure dans les réseaux sociaux qu'il y a une grosse information qui fait beaucoup de buzz. Et si vous avez une réaction là-dessus, Meggy, vous nous la faites partager le temps que nos partenaires de AIB International se positionnent, puisque concernant le cas de Lady Ponce et Longuet, nous étions en train chacun de donner son opinion là-dessus pour constater plus globalement qu'il s'agissait finalement d'un dérapage collectif. Voilà, donc on a un message quand même qui nous dit que Sam Sévérin, la diva, a aussi un cœur qui n'a pas d'os. Donc, peut-être pour justifier le fait qu'elle ait répondu aux attaques de Longuet. Et également ce message de J. Remingonon depuis la France. J'aime beaucoup les interventions des uns et des autres. Pour moi, le bled n'est pas encore sorti des accidents. Tenez, ce matin, l'axe lourd a encore avalé des âmes. La vraie question est à quel moment le ministre Mebengo va mettre de l'ordre dans les transports au Cameroun, et pourquoi a-t-il d'ailleurs accepté ce ministère? Voilà, donc ça c'est J. Remingonon officiel, voilà, sur sa page Facebook également. Il y a beaucoup de contributions, abondantes contributions. C'est un des internautes qui sont les plus lus et les plus sollicités. Son histoire, on la connaît également. Donc merci de nous regarder de là où vous êtes, cher monsieur. On poursuit ce programme avec AIB International. AIB, Académie internationale de beauté, une école au service de l'emploi jeune. AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétiques, coiffure, dermocosmétiques et bien d'autres, tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP. Toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail. AIB, au service des soins corporels, des produits high-tech tels que le scanner, la microneedling, le jet de soins. AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que AIB, une formation égale un emploi. École des majors vous attend le 10 octobre. Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB. Voilà, nous allons recevoir le responsable de la communication, Consti Lamine, et quelques étudiantes de AIB, étudiants aussi. Bienvenue, bonjour. Nous comptons sur vous, Consti Lamine, parce qu'on est pris par le temps. Bonjour. Voilà, c'est-à-dire bonjour Sam Sévérin, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Alors ce matin, le décor a donc changé sur le plateau, bien sûr, de AIB pour le compte de cette énième communication qui marque bien sûr la rentrée académique 2017-2018. Comme vous le constatez très bien, je suis donc entouré des charmantes demoiselles, bien sûr, qui sont bel et bien une partie des étudiantes de cette grande école de formation professionnelle basée bien sûr en plein cœur du
Cameroun, c'est à Douala, à Bonapriso. Il y en a qui viennent du Congo-Brazzaville. Oui, bien entendu. Je vais donc commencer rapidement par la ravissante Egbe Anouchka, qui nous vient du Cameroun, par la ravissante Tony Lise du Cameroun. Et juste à côté de moi, elle est partie du Congo-Brazzaville pour le Cameroun. Elle, c'est bien sûr la ravissante Telani Céleste. Et à côté de la Congolaise, on a bien entendu mademoiselle Ngonjok. Voilà donc une partie des étudiants qui sont donc inscrites du côté bien sûr de l'AIB depuis la rentrée académique 2017-2018. Voilà, comment se passe donc la formation à AIB? Est-ce qu'on peut passer le micro à l'une des étudiantes finalement? Bonjour. Bonjour. Oui, parlez plus fort. Comment ça se déroule là-bas, la formation à AIB? La formation se passe très bien. Depuis le 10 octobre, tous les professeurs sont présents et nous recevons vraiment de bons cours, de bons enseignements. Et nous avons la discipline qui est aussi respectée. Beaucoup de disciplines, c'est ça qui vous a beaucoup marqué là-bas? Oui, bien sûr, oui. Okay, on peut passer le micro à la Congolaise, la Brazzavilloise. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait partir du Congo-Brazzaville pour AIB, se former au Cameroun? Et effectivement, j'ai suivi votre émission sur Equinox et surtout beaucoup plus la présentation de cette école AIB. Et voilà, j'ai pris mon vol pour venir pour une formation en esthétique. Donc vous venez juste de débarquer il y a quelques jours alors? Oui, ça fait 3 semaines que je suis là. Je suis venue une semaine avant la rentrée académique. Et depuis le début donc de cette formation que vous avez de ce côté, vous avez la même opinion que la Camerounaise? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que oui. Ok, très bien, Consti. On va sortir en vous demandant à vous tous, autant que vous êtes, pourquoi finalement choisir AIB aujourd'hui? Alors, Sam Sévérin, je pense que les images disent tout. Déjà, la présence de la Congolaise. Je vous rappelle également qu'on a des Gabonaises. On a bien sûr des Centrafricains. On en a également, bien entendu, il faut le rappeler, qu'on a également des gens qui sortent du Tchad pour venir fréquenter AIB. C'est donc l'occasion pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui nous regardent hors de la ville de Douala. Plus besoin de chercher loin, plus besoin d'aller de gauche à droite. L'unique centre de formation qui vous permet aujourd'hui d'intégrer le monde de l'emploi, c'est bel et bien AIB. Je rappelle, nous sommes situés en plein cœur de Douala. C'est à Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. Et nous venons bien sûr de signer une convention avec les agents immobiliers, avec bien sûr les propriétaires des mini-cités pour pouvoir héberger nos étudiants qui partiront, qui viendront hors de la ville de Douala. Donc vous qui êtes du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté du Congo-Brazzaville, du côté du Congo-Kinshasa, ne vous inquiétez surtout pas. Appelez tout simplement, venez vous inscrire à AIB. Quelques places restent encore disponibles et nous nous chargerons bien sûr du reste. Quant à la formation, elle est donc appliquée dans de très bonnes conditions, des enseignants qualifiés, des salles de cours modernes et surtout, j'insiste bel et bien sur le coût de la formation qui est à la portée de tous les apprenants. Alors, chers parents, chers étudiants, chers chercheurs d'emploi, une opportunité s'installe en plein cœur de Douala, cette école. Aujourd'hui, se former c'est bien, mais se former à l'Académie internationale de beauté, c'est encore mieux. Et je ne saurais partir sans passer la parole à mademoiselle Egbe qui nous dira quelque chose un tout petit peu. On va prendre le spot de la fin, voilà, c'est ça. Oui, allez-y rapidement, madame. Oui. Moi, je vais conseiller à tous mes frères et toutes mes sœurs de venir à l'AIB parce que l'AIB, ça ne concerne pas seulement les filles, il y a aussi des garçons. Et parce qu'à l'AIB, c'est une école reconnue sur le plan national et sur le plan international. Et à la fin de la formation, ils offrent une offre d'emploi dont la formation est garantie et l'emploi est aussi garanti. Donc, je vous conseille tous mes frères de venir à l'AIB. Donc, quand c'est vraiment l'institut par excellence. Alors, Sam Sévérin, merci. La micro-needling, le jet de soin, AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que à AIB, une formation égale un emploi. L'école des majors vous attend le 10 octobre. Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB, votre école. Voilà. AIB International, c'est donc situé ici à Bonapriso. Vous connaissez bien la promotrice, Megui, il me semble. Voilà, oui, Madame Bilon. Oui, c'est ça. Bilon. Moi, okay. je la connais ça. On se rencontre à Paris. À Paris? Oui, à Paris, dans le métro à l'époque. Donc, ma première fois que je suis arrivée à Paris, on s'est rencontrés dans le métro. Bon, oui, Madame Bilon, rien que son nom donne déjà un capital fiabilité à cette école. Voilà, c'est ça. Merci bien donc de lui faire un peu de promo en bonus. On va poursuivre ce programme en recevant nos amis de Grand Bazar. Mais je voulais d'abord faire remarquer que cette émission tire à sa fin et que nous allons devoir la conclure traditionnellement avec la critique de fin
le temps de vous laisser le soin de nous donner un autre message, puisque nous la faisons avec vous, téléspectateurs. Voilà, donc on a ce message, bonjour pour moi, tout cet accueil chaleureux à l'endroit du chef de l'État, je ne comprends pas, tous ces mouvements et bien d'autres me laissent sans voix, surtout en ce moment où le Cameroun traverse une période difficile. Merci, donc c'est par rapport à l'accueil qui a été réservé au chef de l'État. Et donc, simple, pour le partage des milliards, référez-vous vraiment aux listes de la Camra Yasenoa qui nous écrit depuis Limbé. C'est ça. Merci bien. On prend donc Grand Bazar après ça. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan. Voilà, enjoy responsable life. de la promotion et de la communication à Grand Bazar, Monsieur Tambo, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à l'équipe du Dini 10-12 et bonjour à tous les fidèles clients de Grand Bazar ce matin. Voilà, on va aller à l'essentiel. Pourquoi cette montée en puissance sur les 3 roues de la société Grand Bazar? La montée en puissance de la société Grand Bazar, par la grande vitesse, c'est la puissance du stock qui est disponible actuellement dans la société. Et Grand Bazar s'impose en tant que le numéro 1 des tricycles au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, parce qu'il a compris qu'il faut aller vers les clients en leur apportant notre expertise en matière de tricycles. C'est 15 ans d'expérience quand même au service des tricycles. C'est pour ça que nous avons fait venir ces tricycles Lifan qui répondent exactement aux exigences des clients et des consommateurs, surtout au Cameroun. Et quant à la disponibilité des pièces de rechange des tricycles Lifan? Oui, nous avons les pièces de rechange d'origine qui sont déjà arrivées. Les tricycles Lifan sont arrivés. Actuellement, où je vous parle, les conteneurs des pièces de rechange sont en train d'être déchargés au magasin central. Donc, je m'adresse donc à tous les clients qui ont les problèmes des pièces de rechange de se rendre directement dans notre magasin au service après-vente. La disponibilité des pièces de rechange des tricycles Lifan, c'est déjà opérationnel. On vous a dit, attention à la contrefaçon, parce que les tricycles Lifan ne prennent pas les pièces de la contrefaçon. Ça prend uniquement les pièces d'origine Lifan qui a été fabriquées par l'industrie Lifan Chongqing uniquement. Donc n'achetez pas les pièces de la contrefaçon pour venir mettre sur les tricycles Lifan, parce que cela ne concordera jamais, Sam. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, la garantie des tricycles? Oui, et ces tricycles Lifan bénéficient également d'une garantie de 6 mois ou 6000 km, pendant lequel votre tricycle est entièrement pris en charge en cas de problème. Chez nous, c'est satisfait ou remboursé. Vous avez des techniciens, on vous a dit le SAVS situé à Eneo, Ndokoti non loin. Alors, vous venez là-bas avec votre tricycle. Quand vous êtes dans la garantie, vous ne déboursez même pas un seul radis. Nous prenons entièrement en charge votre tricycle. Et quand ça ne va pas, soit on le change, soit vous êtes remboursé. C'est la garantie de Grand Bazar chez nous. Et c'est Enjoy Lifan depuis vendredi. Enjoy Life. Merci beaucoup. Le spot de la fin. Merci. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. La disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Voilà, on va sortir au nom de la liberté de critiquer par ce drame survenu sur l'axe Douala-Yaoundé entre Pouma et Boumyebel, précisément entre Sombo et Boumyebel. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
avec un bilan qui, d'heure en heure, est en train de s'alourdir quand même. Au départ, on a parlé d'une dizaine de morts, puis 13 morts. D'autres, un peu plus précis, évoquent une vingtaine de personnes tuées. Du coup, on peut commencer à nouveau par s'interroger sur la responsabilité également des conducteurs, des chauffeurs de camions, mais aussi des cars de transport sur cet axe-là. On vous a déjà dit que la route est dangereuse, la route tue. On vous a déjà dit que l'axe Douala-Yaoundé n'est plus en très bon état, mais d'où vient-il qu'il y en a encore qui n'hésitent pas à faire de la vitesse à très vive allure même, y compris dans des voyages de nuit. C'est ce qui est survenu encore malheureusement aujourd'hui avec des vies humaines qui sont parties comme ça dans des conditions effroyables. C'est une vraie tragédie encore que vient de traverser le Cameroun et c'est dommage. On en appelle donc à la responsabilité des responsables d'agences pour plus de sensibilisation en direction de leurs chauffeurs ou alors de leurs chauffards aujourd'hui qui ne veulent pas se conscientiser définitivement. Merci beaucoup. C'était le Zénith. Restez sur Equinox Télévision.